J'espère que vous allez bien. On est avec l'égérie du Yu-Gi-Oh français, que dis-je, la star finalement. Voilà. Ce bon Il en vieux, fait des tonnes, il en fait des tonnes. ce bon vieux Super Zulu. Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai. D'habitude, on se voit un peu plus souvent que ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu. Certainement, je vais dire une bêtise ou c'est le Japon. Je Ouais, c'est pense le que c'est Japon. ça. C'est le Hein. Japon. C'est vrai Je que pense que c'est ça. c'est le Je pense que Japon. c'est ça. Écoute, je vais bien, Vince. Un petit peu fatigué en ce moment parce que reprise du sport, plus les nuits avec la petite et tout. Mais franchement, ça m'empêche pas d'avoir le smile et de me sentir bien en ce moment. C'est le principal. Ah, puis en plus, je te vois beaucoup streamer en ce moment. Je te vois vraiment beaucoup streamer. Donc ça veut dire que tu t'épanouis. C'est cool. Ça fait plaisir. Petite anecdote au Japon. Évidemment, Zulu qui m'emmenait un peu partout avec lui. J'étais un peu son wingman pour deux raisons. Qu'est-ce qu'il va dire? Un pour les machines à grappe des peluches, parce que ça, c'est quelque chose qui était important pour lui. Vous imaginez bien qu'il fait. Ça m'a fait kiffer, ouais. Et à côté de ça, il se rappelait d'un magasin qui était très loin. Du coup, il me dit viens, on y va, je le suis. On est tombé dans un nouveau magasin qui a été refait entre temps. C'était un magasin porno. J'avais jamais vu ça de ma vie. Le petit malaise quand même, le moment où je te dis oh viens, je me rappelle d'un petit magasin et où tu rentres dedans, t'es là en mode ok, le rez-de-chaussée est un peu weird, mais bon, peut-être qu'au premier étage c'est ok. T'arrives au premier étage et tu vois des posters géants avec des nanas bah voilà, sans vêtements, et t'es là en mode ah ok, d'accord, ok, on va peut-être y aller, le petit moment de gênant, mais Ah, c'est vrai c'était bien drôle. qu'effectivement, sur le sujet, la culture japonaise est différente. On va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de toi et spécifiquement toi autour de Yu-Gi-Oh! Puisque des interviews, tu as fait des tonnes sur ta carrière de manière générale, mais pas forcément centré sur Yu-Gi. Bah ouais, écoute, c'est vrai, c'est la première fois, puis c'est la toute première de ton émission, non, à découvert. Ah bah évidemment. Le jeu de Alors, mots du nom est pas mal. ouais, je suis là en mode à découvert, ça représente bien le business de streamer Yu-Gi-Oh! Je trouvais ça pas mal. Un business en plein essor, hein, puisque nous sommes 8. Hein. En tout cas, Zulu, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, les quelques personnes qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter, parler un peu d'où tu viens, comment ça s'est passé, ta scolarité, comme dirait Zach Nani, ou encore, bah, Tire la ref. tout simplement, comment tu as commencé Yu-Gi-Oh! Surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ok, eh bien bonjour, pour ceux qui me connaissent pas, du coup moi c'est Zulu, je suis streamer depuis quelques temps. D'abord streamer de Web TV, parce que j'ai commencé on va dire mon parcours par la chaîne Eclipsia, qui doit rappeler des souvenirs aux vieux briscards du Twitch Game, qui n'existait même pas encore à l'époque en fait, même si c'était globalement la même discipline. Mais donc voilà, j'ai commencé mon parcours donc chez Eclipsia, une web TV bah, d'ailleurs dont est tiré ton magnifique screen qui m'a rappelé des souvenirs, et qui est, t'as bien fait tes recherches, une des premières fois où j'ai fait du Yu-Gi-Oh! En live en fait, hein, tout simplement, avec la Mixari. Donc j'ai rejoint Eclipsia il y a une petite dizaine d'années à peu près. Franchement, je suis très très mauvais dans les dates, je suis désolé là-dessus. Suite à ça, j'ai rejoint la web TV, le stream. Et puis depuis 3 ans maintenant, je suis indépendant à mon compte, à streamer et youtuber entre guillemets du Yu-Gi-Oh! Qui est en fait ma passion de quand j'étais gamin. Voilà, donc je suis aussi dunkerquois. Ça, c'est une anecdote que les gens connaissent si jamais voilà, ils me suivent, parce que c'est vraiment un truc que je cale assez souvent sur mes lives, parce que je suis juste tout simplement content d'être nordiste. C'est une région qui me plaît, je me sens bien. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré après avoir fait mes années et mes armes à Paris, où je suis rentré à Dunkerque il y a 3 ans, et je sais plus quelles étaient tes autres questions, mon cher Vince. Mais non, enfin, je vais revenir dessus. C'est vrai que, comme on dit, hein, dans le Nord, on pleure 2 fois quand on arrive et quand on repart. Donc forcément, il est heureux. Ah, C'est la ref. évidemment tiré d'un film. Donc ouais, donc t'arrives à Eclipsia du coup 2015. Parce que moi, j'ai les dates. Hein, j'ai tout Ah travaillé. putain, il est là, il est là. Et donc, ce que je voulais te demander avant de passer sur Eclipsia, c'est comment t'as commencé Yugi en fait. Est-ce que, comme tout le monde, t'as maté l'animé? Et quand t'as commencé, bon, on faisait tous n'importe quoi avec nos cartes, mais quel était ce n'importe quoi pour Super Zulu? Alors, effectivement, j'ai connu Yu-Gi-Oh! Via le dessin animé, et en fait, alors, tu verras, cette anecdote est assez rigolote. Une des premières choses que j'ai vues qui était liée à Yu-Gi-Oh! En fait, je regardais le dessin animé sur Canal J à l'époque, et à un moment sur Canal J, ils ont passé un mini reportage sur, attention, tu verras, c'est spécial, sur un prof de maths au Japon Mhm. qui en fait faisait jouer ses élèves à Yu-Gi-Oh!
Et il était là en mode ah ouais, c'est parfait pour les calculs et tout. Et donc moi j'avais assimilé ça à un truc déjà que j'aimais beaucoup via le dessin animé. Mais en plus j'étais là en mode ah ouais, attends, ça peut être. Tu vois, limite ça peut rendre intelligent et tout. Donc je m'y étais mis naturellement, étant donné que c'était la première chose que je faisais quand je rentrais chez moi, c'est je courais pour rentrer de l'école pour aller me mettre devant la télé et regarder et ne pas louper l'épisode de Yu-Gi-Oh! Ça a été le point, le point d'ancrage en fait qui m'a lié, je vais dire quasiment à vie à Mhm. Yu-Gi-Oh! Hein. C'est vraiment les premiers souvenirs. Il y avait même pas encore de cartes qui étaient en distribution à cette époque parce que on s'amusait même avec mon grand frère à prendre une feuille à 4, on l'a pliée en 8, on l'a découpée, on dessinait sur les cartes, on faisait un deck et on se faisait des duels. J'ai vraiment des souvenirs là-dessus. Mes premières cartes que j'ai touchées de Yu-Gi-Oh! En fait, c'était comme potentiellement une partie des personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je sais pas si ça t'est arrivé toi, je crois pas, vu ta tête, je crois pas. Non, Mais, moi, mais mes premières cartes étaient en papier et étaient dessinées, quoi. Moi, j'ai jamais eu de fausse carte parce que j'étais déjà assez vieux par rapport à mon petit cousin quand il a regardé la première fois. Mais par contre, ouais, comme toi, j'ai acheté des cartes, j'en avais en japonais, j'ai inventé des effets. Pour la petite anecdote, moi j'avais une métamorphosis en japonais. Dans ma tête, j'ai dit, bon, ça fait polymérisation, ça c'est génial. C'est et le crâne de la personne Avery, donc du coup, voilà. Mais oui, évidemment, on a tous nos petites anecdotes. Du coup, cet enfant avec plein d'étoiles plein les yeux devient grand et arrive à Eclipse en 2015. Tu pars en Angleterre. Est-ce que pendant ce temps-là, Yu-Gi-Oh! T'arrives à en consommer, à regarder toujours ou c'est de côté? En fait, Yu-Gi-Oh! Donc quand je découvre, je suis vraiment en primaire. Je sais pas si je dois être en CE1, CE2, CM1, CM2, un bail comme ça. Et, et en fait, j'ai un souvenir de jouer à Yu-Gi-Oh! Vraiment, je sais pas, au collège, quelque chose Mhm. comme ça, où vraiment j'avais la chance d'avoir un groupe de potes dans le check-art, tu sais, où vraiment on était tous fans de Yu-Gi-Oh! Tous nos anniversaires, chacun organisait un tournoi dans son salon ou dans son garage. On mettait des tables, paf, on jouait toute la journée. Les darons, elles étaient trop contentes parce qu'elles étaient là en mode ouais, ouais, tu peux faire venir tes copains, je sais que vous êtes sages, vous allez. Vous allez jouer tranquillement aux cartes et machin. Donc c'était vraiment le bon bail. Collège, je me rappelle avoir fait des échanges dans la cour de récré et être trop content parce que j'ai enfin chopé le Gaïa et le sombre dans les mains et courir dans toute la récré et être trop content. Enfin voilà, j'ai des petits souvenirs en tête, mais j'ai quand même une scission entre le moment où j'arrive, je sais pas, ouais, milieu collège, début lycée peut-être, où je fais une pause en fait avec Yu-Gi-Oh! Jusqu'au moment bah, en fait, où je rejoue Mhm. sur ce screen, sur Eclipsia. Il n'y a pas dû avoir beaucoup de moments où j'ai dû rejouer à Yu-Gi-Oh! Si, je me rappelle. Je crois que c'est à la fac que j'ai dû reprendre, tout simplement parce que Harpie était redevenu méta. Donc c'est la sortie du booster Tachyon, Galaxy Tachyon, Exactement, 2013. Hein. voilà, qui sortait, je crois, la Harpie Chandler ou en tout cas Oui. le Dracosac, la grosse X7 qui pouvait du coup être jouée dans le deck Harpie. Et je me rappelle que à ce moment-là, j'avais vu qu'il y avait une boutique à Dunkerque qui faisait jouer les gens, enfin voilà, où il y avait un espace pour jouer, quoi. Et je me rappelle avoir repris quand même une année, une année à ce moment-là, et d'avoir conservé mes cartes, ce que j'avais pas fait à l'époque. Mhm. Dédicace à ma mère qui les avait vendues à la brocante. Ce moment terrible où tu te rends compte que toutes tes cartes ont été vendues à la brocante pour rien du tout. Donc c'est vrai que j'avais repris voilà peut-être au niveau de la fac et ensuite quand je suis arrivé chez Eclipsia, je faisais beaucoup de Hearthstone à la base. Ouais. Je streamais quasiment essentiellement du Hearthstone. Enfin, Avec Oliège. c'était vraiment mon jeu de référence. Effectivement, avec le bon Liège que je salue s'il passe par là. Et en fait, à cette époque-là, sort le jeu qu'on voit en fond, hein, Mhm. Legacy of Duelist, sur PS4 et sur Steam. Peut-être pas sur Steam tout de suite, mais en tout cas, le jeu sort. Et en fait, il a un très bon mode histoire. Mhm. Et je me dis, bah attends, dans le fin fond de mes affaires. Et puis c'est ce qui a donné ce première fois où j'ai refait du Yu-Gi-Oh! En live. Et
aussi, j'étais fan de cette licence parce que auparavant, il l'ignorait certainement et ça a été vraiment la toute première fois, quoi. Ok, effectivement. Alors évidemment, il y a eu quelques petits bugs son à la fin de la sentence de Zulu, mais ne vous inquiétez pas, normalement j'ai fixé, normalement tout va bien. OK. Normalement je viens de le fixer. Vous inquiétez pas, quand vous faites un retour, je le vois directement. En tout cas, du coup, t'arrives avec Lipsia, tu retrouves du coup Xari qui joue un peu avec toi. Et là, à ce moment-là, je vois sur la table que t'as des cartes méta. T'as des cartes plutôt cool. Est-ce que à ce moment-là, en reprenant comme ça, tu t'intéresses un peu à tout ce qui se passe en termes de compétitif? Ou encore, c'est vraiment très très loin. Même pas tu regardes des magazines ou quoi, parce que c'est l'époque des magazines, ça, hein, à l'époque. Eh bien, écoute, pas du tout. Franchement, c'est vraiment l'époque où juste je me remémore mes souvenirs d'antan. Je vais chercher les cartes qui me restaient et puis je suis là en mode ouais, à l'époque je jouais ça et j'essaie de rejouer ça sur le jeu. Et puis c'est vrai qu'on avait fait deux trois peut-être petits duels avec Zari à l'époque qui fait déjà les héros des éléments. Non non, c'est vraiment la compétition, on va dire, sur Yu-Gi-Oh! Elle est venue assez tard, en fait, dans mon parcours, quoi. C'est vraiment, quelque chose qui m'intéressait assez peu. J'avais fait, 2-3 tournois boutiques, à Dunkerque quand j'étais à la fac, à ce niveau-là, tu vois? Mhm. Mais sans plus, quoi, tu vois? Je suis jamais sorti de mon DC pour aller faire un tournoi, tu vois? Ok. C'était vraiment ce Eh bien, écoute, ça tombe bien que tu me dises ça. On avance dans le temps. On arrive du coup à 2017. Tu arrives chez le stream avec cette magnifique Zedital, peut-être que tu en parleras. Et tu mets en place un programme qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Club Yu-Gi-Oh! Qui est devenu quelque chose qui, à la fois, selon moi en tout cas, a permis à des gens de se réintéresser au jeu ou alors tout simplement de passer un bon moment. Parlons un peu de tout ça. Comment t'as fait pour mettre ça en place? Est-ce que vraiment il y a des gens qui t'ont suivi direct dans le truc? Ou à le contrario, t'étais un peu seul de ton délire et les gens sont rentrés direct, après petit à petit dedans? En fait, l'histoire, de Club Yu-Gi-Oh! Elle est clairement liée au lancement de le stream, où en fait, je me rappelle, on était chez Eclipsia avec Maxildan, Xari et on a décidé de quitter Eclipsia pour rejoindre le stream. Donc on faisait vraiment partie, de l'équipe de base qui a lancé le projet Le Stream. On est rentré dans les locaux de Webedia, et donc de Le Stream quand l'étage qu'on allait occuper plus tard était encore vide. On a vu les studios se construire. On était là pendant même les travaux. Et c'est justement un jour où on visite le chantier du futur studio du Récap, avec notamment Max, où en fait, on visite le chantier avec Thierry Boyer, qui à l'époque était le directeur, on va dire, général de Le Stream, pour faire simple, celui qui a lancé le projet, qui était un peu en backstage, qui a réuni un peu les ressources pour lancer le truc. Et on visite le chantier du studio, du futur studio. Et là, Max, il se dit, mais en fait, non, ça va pas du tout. Faut changer ce studio parce que ça correspond pas trop à ce qu'on veut faire. Il obtient du coup l'écoute de Thierry et dans la discussion, quand on demande à faire des changements, enfin quand surtout Max demande à faire des changements, Max dit bah, j'aimerais bien moi avoir une caméra zénithale, une caméra au plafond pour vraiment faire du jeu de société sur le stream. C'est un truc qu'on faisait chez Eclipsia, mais un peu bidouillé avec des cams, bon bah voilà, pas très optimal on va dire, des placements de cam pas très optimal. J'aimerais amener ça sur le stream. Et Thierry, en très bon directeur, du coup, juste lance un Oh. regard au directeur des travaux et lui dit bon, ça coûte combien? Il lui dit un prix qui me paraissait astronomique à l'époque. Il dit bon, c'est 7 000 € hors taxe. Et le mec, et Thierry fait ok, Banco, Banco, on installe une caméra zénithale. Et ça, je l'ai retenu très vite où on a lancé du coup notre émission jeux de société avec Max. Enfin, Max a lancé l'émission jeux de société. Et je me suis dit, mais attends, moi cet été, j'ai fait les brocantes, toutes les brocantes de Paname, et j'ai acheté plein de cartes Yu-Gi-Oh! Est-ce que, enfin, si on peut faire du jeu de société, on peut faire du Yu-Gi-Oh! Quoi. Sauf que à l'époque, j'ai vraiment ce sentiment de ah, c'est vraiment mon petit plaisir, j'aimerais vraiment le faire, mais je veux pas non plus qu'on vienne me taper sur les doigts parce que je lance une émission qui n'intéresse que moi ou qui fait très peu d'audience et qu'on vienne un peu me le reprocher plus tard, tu vois. Donc, je contacte, enfin, je demande entre guillemets
aux autres streamers et entre guillemets à la direction du projet en mode bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un petit créneau comme ça, tranquille, dans la prog, même une fois toutes les 2 semaines, 1 heure et demie pour faire un petit peu du Yu-Gi-Oh! Et voir un petit peu ce que ça donne. Et en fait, c'est comme ça que se lance du coup Club Yu-Gi-Oh! Et en fait, bah, le rendez-vous marche, quoi. Le rendez-vous marche, les gens sont en rendez-vous. Franchement, je vais pas mentir, à ma plus grande surprise. Et en fait, on se régale sur cette première saison de Club Yu-Gi-Oh! Moi, je suis aux anges parce que je peux rejouer les decks et les cartes que j'aime bien. Et je me dis, en fait, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, je vais pas m'actualiser et faire une émission sur la méta de Yu-Gi-Oh! Mhm. Je veux juste faire kiffer les gens comme moi je kiffe, c'est-à-dire leur montrer qu'on peut, si on a envie, récupérer les cartes qu'on jouait à l'époque et se faire des duels avec des potes et juste passer un bon moment. Et mon but à ce moment-là, c'est vraiment, je veux que les cartes qui passent à l'écran sont un maximum de références que les gens connaissent, c'est-à-dire les cartes du dessin animé, les cartes qu'on a ouvertes quand on était gamin. Et c'est vraiment sur cette base-là que je construis tous mes decks et que je me régale sur l'émission, quoi. Ah bah, clairement, le choix du rétro, je pense, est très très bon en termes d'entertainment. On le voit hein, dans les parties méta aujourd'hui. À moins d'être vraiment un féru très spécialisé dans la méta, c'est très très dur de tout suivre, en sachant qu'aujourd'hui, on est dans des méta où il y a 8, 9, 10 decks. Donc même si vous avez un deck, bah, vous connaissez pas forcément tout. Et clairement, je pense que ce choix était très très bon. Et donc du coup, cette arrivée de Club Yu-Gi-Oh! Fin 2017, elle finit cette saison en apothéose avec une participation au championnat de France en 2018. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, tu me disais que le compétitif, c'était très loin quand tu étais à Eclipsia. Et là, tu commences à t'y intéresser petit à petit jusqu'à arriver à CDF en 2018, si je me trompe pas, c'est ton premier. Ouais, CDF 2018, c'est même mon tout premier tournoi Yu-Gi-Oh! Hors d'une boutique, tu vois. On en est là-dessus. Et en fait, c'est Doc qu'on voit à l'écran, avec qui je discute, et David Lafarge et Xari. On s'enseigne un petit peu, et puis il y a un call comme ça qui est lâché en mode oh, viens, c'est trop délire, on prend un van, on va au championnat de France, et puis tant pis, quitte à se faire casser la gueule, mais au moins on passe un week-end entre potes et tout. Et le call est lancé. On se motive à y aller. Je me rappelle David Lafarge, il se fait prêter un deck comme ça juste avant le tournoi. On lui explique que dans le jeu il y a les cartes liens et et en fait il essaie d'assimiler les trucs et tout. Pendant que Xari lui joue un deck Exodia Turbo Pioche. Moi je joue ah oui, moi je joue un Ameba Swap, tout simplement parce que j'avais affronté Jacques-Yves. À un moment il m'avait sorti un deck relativement similaire et j'avais trouvé la mécanique trop cool. Et Doc va avec un deck Majou, alors qu'on est en pleine ère pendule, je pense, à ce moment-là. Ouais. Pendule, et je crois qu'il y a un deck Invoked quelque chose qui traîne. Je crois que c'est le deck qu'on a prêté David. À David. Et vraiment, on y va en mode, bah voilà, osef du résultat, amusons-nous. En plus, ça permet de faire du contenu. Et franchement, on se régale. Moi, j'hallucine un peu tu vois, je mets un pied. Tu vois, c'est très particulier parce que les gens qui regardent Club Yu-Gi-Oh! C'était pas forcément des gens qui suivaient Yu-Gi-Oh! De base, tu vois. Même si je pense que une partie de la communauté Yu-Gi-Oh! Regardait un petit peu ce que je faisais du coin de l'œil. Mais pour moi, la communauté de Club Yu-Gi-Oh! À l'époque n'est pas la communauté actuelle du jeu, tu vois. C'est vraiment une nouvelle communauté qui se forme et tout. Et du coup, je découvre vraiment la compétition, ce qu'on a le droit de faire, pas faire. J'ai une anecdote de fou. Enfin, de fou. Le premier joueur que j'affronte, direct, je lui dis ouais, salut, moi je suis un nouveau joueur et tout, t'inquiète, on joue tranquille et je fais tout ce qu'on doit pas faire en fait. Enfin, tu peux le faire en tournoi, mais en gros, voilà, je lui explique vraiment. Genre, je suis un débutant. tu rentres dans un ring de C'est mon boxe premier et tournoi. tu lui dis, je suis ta pute, quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et le mec, il me dit, oh, t'inquiète, moi aussi, machin et tout. On joue, et à la fin, et je gagne le premier match. Mais vraiment, je te dis, mon deck, c'était. Enfin, la vidéo se retrouve hein, si vous voulez aller le chercher, mais il y avait les cylindres magiques. Il y avait vraiment. La combo de base, c'était de faire un Keiju sur le mec.
Attends, c'était quoi? C'était Kaiju sur le mec, je fais mind control dessus, enfin contrôle cérébral dessus, je récupère mon Kaiju, j'attaque directement tes points de vie avec. En fait, je vais me rendre compte que c'est l'essence la naissance du Nibiru Toonburn, le fameux. Mais en gros, je tape avec ton Kaiju et je passe en main phase 2, je mets un équipement sur le Kaiju qui dit, ça s'appelle Serviteur du Châtiment, et ça dit, si ce monstre change de contrôleur, alors le nouveau possesseur se prend des dommages directs équivalents à l'attaque du monstre. Et en fait, du coup, si tu tapes avec un Kaiju à 3000 et que tu mets 2 serviteurs du châtiment, et bah t'arrives à péter le mec. Évidemment, c'est pas la seule combo du truc, mais pour te donner une ordre d'idée, c'était ça. Et je prends la première game à ce mec, et ce mec, il fait un truc qui m'a marqué. Au moment où il dit OK, je te la laisse, on commence à ranger notre deck, le mélanger pour sider, et il prend une carte de son deck, il vient passer en dessous de mes cartes qui étaient 7, et il les flippe, tu sais, en mode alors qu'est-ce que t'avais de 7, tu vois? Et là, du coup, il a vu des gros cylindres, des gros trucs et tout, et il était là en mode ah ouais, d'accord, ok, tu joues ça, machin et tout. Et moi, à cette époque-là, c'est mon premier vrai tournoi, tu vois. Et je ne dis rien, quoi. Alors qu'évidemment, il a pris une info qu'il n'était pas censé avoir, tu vois. Et du coup, j'aurais dû call judge et il y aurait eu sanction. Mais à cette époque-là, je remarque même pas que ce que le mec a fait, c'est super grave et c'est surtout interdit. Au final, je crois qu'on fait une draw. Je fais une draw contre ce mec. Et à la fin du match, il y a un de ses potes qui arrive et qui fait « Oh, tu joues contre Zulu, machin et tout ». Et son pote, il dit enfin, tu vois, j'explique un petit peu le match. Et son pote, il dit « Mais tu sais que ce mec, il joue de ouf, quoi, tu vois ». Et du coup, j'étais en mode « Ah ouais, d'accord ». Donc le mec, il a vraiment essayé de me baiser sur toute la ligne, quoi, tu vois. Donc c'est ce qui a un petit peu lancé mon premier tournoi. Ça m'a pas empêché, franchement, de me régaler tout le week-end et tout. Et de prendre mes premières marques sur le jeu compétitif. Yep. Et du coup, quand tu ressors de ce tournoi-là, tu te dis quoi? Tu te dis, j'ai envie de revenir, c'est pas pour moi, j'ai envie de retourner jouer mes barrels dragons. C'est quoi le sentiment que t'as à la fin de ce tournoi-là? la rêve des barrels dragons. Non, en vrai, franchement, je suis là. Je me dis plus, vivement le CDF de l'an prochain, de l'année prochaine, tu vois. Je me dis pas forcément, je vais faire le circuit des WCQ, des YCS et tout, même si, c'est à partir de. C'est quelle année où j'ai commencé à faire où j'ai fait mon premier YCS? T'as peut-être l'info, mais je crois que c'est l'année suivante encore. Je crois que c'est l'année suivante. Parce qu'il y a une année où vraiment avec Doc et Eljo, cette fois-ci on a fait la même chose, mais en mode on va à notre premier YCS, et en plus on s'est fait un petit last longer entre nous en mode celui qui est le dernier dans le classement entre nous trois, il a un petit gage. Il y avait Youbel aussi à l'époque, et on s'était régalé. Mais en tout cas, quand je sors de CDF, je suis là en mode j'ai passé un giga bon moment et tout. Je me rends compte aussi que ce que c'est du jeu compétitif, ce que ça implique. Mais j'y vais pas en mode ok, je vais lancer ma saison et tous les samedis on se retrouve. Tu vois, je suis vraiment en mode à ce moment-là, Yu-Gi-Oh! Ça représente 2 heures dans ma semaine où je fais Club Yu-Gi-Oh! Sur le stream, mais pas plus, quoi. Pas beaucoup, beaucoup plus, quoi. Je fais des petits openings de temps en temps, mais en tout cas, j'alloue pas la majorité de mon temps comme je le fais aujourd'hui à Yu-Gi-Oh! Quoi. Écoute, c'est cool d'avoir ce petit sentiment. Maintenant, malgré tout, l'année 2019, elle est différente parce que du coup, Club Yu-Gi-Oh! Continue de cartonner et tu commences à mettre de plus en plus de sessions training. Du coup, en plus, sur le stream, alors je sais pas si c'est parce que ça te plaît vraiment, bon, si ça te plaît vraiment, mais c'est parce que tu as des horaires qui se débloquent. Et du coup, tu commences à inviter des joueurs un peu plus tryhard, même des créateurs de contenu. Et c'est là que j'ai l'impression. Pour moi, c'est ce moment-là qui a un peu changé le jeu en France, où vraiment les gens qui regardaient les barrels dragons, comme j'aime dire, commencent à s'intéresser un peu plus au jeu. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont repris le jeu à ce moment-là. Est-ce que toi, t'avais conscience déjà de ça au moment où tu commences les trainings ou pendant que ça se fait? Et est-ce que avec du recul, tu te dis, je m'attendais pas à ça, quoi? En fait, la mécanique de base, c'est que, effectivement, comme tu le disais, donc je faisais mes clubs Yu-Gi-Oh! Et franchement, on se régale et j'aime toujours autant jouer en rétro. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a quand même une certaine répétition, tu vois. Même si tu essaies de sortir des nouveaux decks et de faire des nouveaux affrontements, machin et tout, ça reste que 3 potes,
temps en temps un quatrième qui vient se greffer, qui joue ensemble. Et je m'étais dit, vas-y, il y a quand même un engouement autour de mon émission. Il faut pas que je me repose sur mes lauriers. Il faut que j'essaie de trouver un moyen de la faire évoluer, sans oublier la partie rétro, mais tu vois, amener un petit sursaut de nouveauté, ce genre de choses. Je pense que c'est aussi une période où je m'intéresse un petit peu en mode, bon, bah attends, mon deck harpie de l'époque, tu vois, quand j'étais à la fac, avec mes harpies Chandler et tout, qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui? Tu vois, je dois en discuter peut-être avec deux, trois copains que j'ai peut-être rencontrés au championnat de France ou avec Doc, ou tu vois, enfin, on a un petit peu ce déclic avec Doc où on se dit, ah tiens, attends, nos vieux decks, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir les jouer de manière un petit peu plus compétitive, même si ça reste l'objectif de prendre un vieux deck et essayer de l'améliorer, qui n'est pas la meilleure façon de faire de la compétition, parce que la meilleure façon de faire de la compétition, c'est de prendre le meilleur deck du moment et de jouer avec. Mais en tout cas, c'est la première envie de se dire, ah bah franchement, ouais, c'est vrai qu'on avait bien aimé, bon bah vas-y, voyons voir ce qu'on peut faire. Et je me dis, c'est bien de créer un rendez-vous qui est un petit peu différent d'habitude, où ben voilà, je vais aller chercher des intervenants comme Guillaume Marron, qu'on voit là à l'image, qui était le champion de France en titre, qui en plus est sur Paname, donc tu vois, c'est facile de le faire venir, il est super volontaire, tu vois. Et on se lance dans le méta, même si c'est une méta un peu particulière, parce que c'est vraiment en mode, tu joues ton deck Sky Striker contre mes harpies, mais j'apprends en fait, j'apprends clairement en même temps que les gens qui me regardent, quoi. C'est ça qui est fantastique, c'est vraiment, je suis l'animateur de mon concept, mais en même temps, je suis le viewer moyen. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je représente l'archétype du joueur qui regarde l'émission, quoi. Moi, comment je l'ai vu de l'extérieur, je me suis dit, en fait, je pense que c'est pas fait volontairement au début, mais le fait que tu reprennes de zéro et qu'entre guillemets, les gens qui t'accompagnent, entre guillemets, c'est un barbarisme, mais montent leur niveau en même temps que toi en découvrant Ouais, ce qui va être les hand traps et tout, je pense que c'est ça qui a été archi bénéfique pour le jeu. Je pense que clairement, les gens qui s'intéressaient pas au hand trap et tout, bah, ils découvraient, puis ils te voyaient à côté de ça jouer ta sœur de harpie, ils se disaient, bah attends, mais il est en train de jouer avec des cartes qu'on connaît contre des gens qui s'investissent, quoi. C'est ça. Je pense pas que les gens étaient en mode tu vas gagner, mais par contre les gens étaient en mode putain, il évolue, j'ai envie de le suivre, quoi. Mais c'est clairement ça. Et je pense, tu vois, que les gens qui regardaient l'émission, il y a une partie qui ne démorderont jamais du fait que ils aiment le rétro, ils veulent continuer à jouer en rétro, machin. Je pense qu'il y avait aussi une partie de l'audience qui, quelque part, avait fait plus ou moins le tour du jeu rétro, ou était... Enfin, toi, il y a moins l'attrait de la nouveauté, tu vois, quand tu fais ton émission. Alors, je sais plus, à ce moment-là, ça doit faire curieux. Et c'est vrai que le fait de partager le même niveau, c'est-à-dire niveau 0 au départ, et essayer de step up tout doucement, parce que voilà, on y va doucement, bah voilà, ça, je pense qu'effectivement, ça a emmené pas mal de gens avec nous, quoi. Ouais, Mais là, bah, je revois ces images et je suis là en mode, mais putain, mais quelle période! Ça, c'est vrai, ça, c'était vraiment le truc où, tu vois, j'étais chez le stream en mode, tu vois, il y a un mec qui, tu vois, il y avait peut-être Max qui disait, bon, les gars, mercredi soir, on n'a rien et tout. Oh, j'ai une petite idée, c'est bientôt le championnat de France. Vous me laissez la soirée là pour organiser un truc. Enfin, ça, à l'époque, là, ce que tu montres, c'était vraiment ouais. le créneau de Club Yu-Gi-Oh! Mais je sais que ça a été fait pour plus tard, où des fois, c'était vraiment en mode, bon, on a un trou, est-ce que quelqu'un a des trucs à proposer? Et moi, j'étais là en mode, ah, vas-y, j'ai des idées, quoi. Il y a ce petit parallèle aussi entre toi qui arrive, qui essaie de te renseigner et tout, et qui bah, des fois gagne, des fois perd, et Xari qui en a rien à foutre, qui arrive et qui prend le truc dans les mains et qui gagne en fait. Et du coup, t'es en mode, mais attends, mais il se fout de la gueule du monde, lui. Mais ça a toujours caractérisé Xari. Xari qui, en fait, tu vois, c'est un peu mon opposé. C'est-à-dire que moi, je vais mettre beaucoup de passion, des fois beaucoup de temps à faire des trucs qui sont pas rentables, tu vois. C'est-à-dire que, effectivement, essayer de faire marcher un vieux deck et passer des heures et des heures à relire toutes les cartes vent télé de niveau 4 ou de niveau 7 ou peu importe, pour essayer de les faire fit dans ton deck, alors que tu sais très bien que s'il y avait un deck harpie qui était jouable compétitivement, il aurait déjà été certainement trouvé. Enfin, les combos, elles auraient été certainement connues, tu vois. Donc moi, je passe du temps
beaucoup de temps à faire ça. Et lui, c'est le contraire. C'est vas-y, donne-moi un deck vas-y, avec Exodia, là, je connais à peu près. Et puis en fait, il joue contre Guillaume. Je pense que c'est le duel juste après ton screen, tu vois. Il joue contre Guillaume et il perd. Xari perd parce qu'il n'avait pas lu une carte de son extra deck qui le faisait gagner. Et c'est assez fou de se dire, bon, c'était du BO1, tu vois. Je pense, enfin, en tout cas, sur ce match que je raconte, c'était du BO1. Il joue contre le top deck méta, il pouvait prendre une win avec son vieux deck Exodia, machin et tout. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on se complète aussi, et c'était Non, mais trop c'est exactement cool, comme ça que je le vois, Xari. Moi, comme quelqu'un qui comprend beaucoup plus vite que la normale les choses, exact. mais qui a un poil dans la main énorme et qu'on a rien à foutre. Genre, c'est Ouais, vraiment. c'est ça. Quand je lui parlais la veille du France, là, cette année, je sentais, il pensait que à son putain de training de paddle. Alors, mais je l'embrasse évidemment, mais. Ah, mais c'est Mais t'as scandaleux. tout résumé. Mais Et t'as tout résumé, Vince. C'est vraiment quelqu'un qui est globalement gifted, mais qui a un énorme feignant, quoi. Du coup, 2019, c'est une année aussi où on commence à avoir des très gros projets, évidemment, sur lesquels tu t'investis énormément. C'est l'année du Speed Duel Invitational que tu as drivé, où on a eu Laurent Sao, du coup, qui est venu. C'est le premier événement, du coup, où moi je suis venu. Je participe, ouais. Petite anecdote où le jour de ce tour à Speed Duel, t'as Pierre de Konami qui m'a dit mot pour mot, de toute façon, je vais te faire revenir très vite. Toi, c'est. Et à ce moment-là, Alors, il a mis un petit temps à te faire revenir. et à ce moment-là, j'étais en mode oui, bolos. Et au final, il a gagné. En vrai, ce speed duel invitational, encore une fois, quand je revois les images, mais directement, j'ai plein de souvenirs et tout. Et là-dessus, pour le coup, là où sur tout ce que tu as montré sur le stream, j'étais vraiment moteur, tu vois, un peu décisionnaire et je drivais le truc. Autant sur ce speed duel invitational, c'est vraiment Konami qui allait voir Webedia en mode, bah voilà, on a du budget pour lancer le speed duel. Est-ce que vous avez une proposition à faire? Il y a certainement un commercial qui a dû dire bah on va faire un tournoi machin et tout. Et moi j'étais impliqué que assez tard sur le projet entre guillemets. Mais par contre, quel banger, quel souvenir. Si vous avez manqué cette vidéo, il y a un replay de 9 heures je crois qui existe où vous avez donc un tournoi de speed duel invitational où clairement c'est le premier set de speed duel qui est sorti. On propose à une dizaine de personnalités de faire un tournoi avec ses cartes. Donc chacun build son deck, machin et tout. Et le petit souvenir que j'en ai, c'est moi je suis présentateur, caster, joueur. Enfin tu vois, sur la journée, moi je me rappellerai toujours cette image où 10 minutes avant le tournoi, on était tous en train de manger des petits fours. Et je dis mais Zoul, viens boire un coup et tout. Il avait ses fiches dans la main, il transpirait, il bradait, il me disait Vince, c'est le début de l'enfer, là je révise. Là, Non mais c'est vrai que c'était une grosse journée en soi, mais quel kiff. Là on voit pas sur ton screen, mais le stage qu'il y avait tout un décor avec des inspirations un peu égyptiennes, machin. Enfin tu vois, le set de tournage il était super beau. Le tournoi, moi j'en ai un souvenir super stylé, tu vois. Ce qui est cool, c'est que vu qu'on avait invité des créateurs, tout le monde n'était pas là pour la gagner. Il y avait des gens qui étaient là en mode eh ben, je pense que le meilleur deck statistiquement, c'est ça, ou à peu de choses près, je vais le jouer. Mais il y avait aussi des mecs qui étaient là en mode non, mais attends, on peut faire un deck avec les chevaliers harlequins, je vais faire un deck avec les chevaliers harlequins, on peut faire un deck toon, je vais faire un deck toon et tout. Donc on a eu à la fois un peu de diversité, on a eu à la fois un peu de compétition avec un storytelling. Et je me rappelle, j'avais quand même eu la chance d'aller en finale avec mes petites harpies, c'était chouette quoi. Ah ouais, pour le coup, en termes de timing, c'était bien parce que c'était le premier gros événement. En plus, tu vas en finale, donc les gens avaient vraiment envie de suivre. Et donc, du coup, ouais, clairement, de très très bons souvenirs, que ce soit en termes d'ambiance. Il y a énormément de profils que aujourd'hui vous êtes amenés à revoir en temps sur Yugi. Et c'était vraiment super top. Encore une fois, félicitations à toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus. 2019, deuxième championnat de France, Zoulou. Ouais, attends, je peux juste placer une anecdote sur le Speed Duel Invitational. Avec plaisir. Juste le screen que vous voyez avec Laurent Sao, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Laurent Sao qui avait été invité. Et en fait, c'est Monster Reborn, qui est créateur de contenu sur Yu-Gi-Oh!, qui à un moment me dit si tu veux, Zoul, j'ai ramené mon deck Yugi et mon deck Kaiba. Si à un moment t'as besoin de les utiliser ou quoi, je les ai avec moi, quoi. Et en fait, il me propose ça et je me dis, bah attends, je ne sais plus si c'est quelqu'un qui me murmure l'idée ou machin, mais d'un coup, tu vois, ça se connecte et tu dis, mais attends, on a la voix de Yugi, machin et tout. Donc on improvise avec toi, avec Zari et toi sur scène, de faire un petit show match.
Et il y a des séquences qui me foutent encore les poils, tu vois. Enfin, Bah, le et qui ont moment, foutu les poils, je pense. Ouais, le moment où il te sort et j'invoque le magicien des ténèbres, c'est con et je pense que ça peut faire rire plein de gens qui n'ont pas connu le dessin animé, qui ont Yu-Gi-Oh en intraveineuse tous les jours à 16h30 sur Canal J ou sur M6 ou peu importe. Enfin bref, mais en tout cas, ouais, moi ça m'a foutu les poils et c'était clairement banger. Mais comme quoi, des fois, t'as beau prévoir des trucs, il y a des trucs qui se font comme ça à la dernière minute et qui sont plutôt réussis. Mais ah bah, c'est vrai que j'avais pas vu, mais le deck qui m'avait filé, alors Monster Reborn, il l'avait assuré sur ce coup, mais on voit le magicien sombre qui m'a donné. Gros, il y a un mec qui est croc dedans, quoi. ouais, c'est clairement le OG. En tout cas, voilà. Moi, mon souvenir, c'est que je pourrais me dire, même moi, j'ai battu Yugi, tu vois, donc je suis content. Voilà, c'est mon petit souvenir. C'est vrai. Du coup, 2019, donc année très très chargée. Tu fais ce deuxième championnat de France où tu mets cette enveloppe de caster en plus du joueur. Bon, globalement, si je me souviens bien, je crois que c'est l'année où tu perds parce que tu pioches la 6ème carte, ça. Ouais, alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette année. Et cette année, contrairement à l'année précédente, donc le premier CDF que j'avais fait, on en avait parlé, c'était à Rouen. Cette année, c'était à Paris. Et cette fois-ci, je m'étais globalement entraîné, tu vois. Mhm. J'avais quand même essayé de faire un effort sur mon deck. J'avais regardé un petit peu ce qui se jouait, tu vois, notamment, tu vois, cette année-là, je jouais Super Poli avec la fusion Salamandre dans le deck qui compterait du coup le meilleur deck du format Salamandre, tu vois. C'est con, mais c'est un effort que j'avais pas fait l'année précédente où j'étais arrivé vraiment avec mon deck en mode je sais pas du tout ce que les gens ils vont jouer, tu vois. Donc c'était déjà une première petite différence. Pareil, sur ce tournoi, je me retrouve du coup, j'avais fait un live IRL le matin avant les rondes. Ensuite, je joue. Et comme le premier CDF que j'avais animé, avec un peu plus d'ampleur cette fois, je me rends compte aussi que je me rends compte de la communauté que j'ai fédérée avec Xari et tous les copains de le stream, tu vois, autour de Yu-Gi-Oh! Je me retrouve sollicité entre chaque match, machin, des gens qui sont là en mode qui veulent juste venir me dire un mot gentil, ou tu vois, ou juste prendre une photo, tu vois, enfin, ou bref. Mais je me rends compte de ça. C'est vraiment, je l'avais vécu un petit peu à Rouen l'année précédente, mais là, cette année, ça a été vraiment flagrant. Et donc, je me retrouve vraiment donc, à faire un live IRL le matin, à jouer toute la journée, les samedis, entre les rondes. J'essaie de répondre un peu à aux sollicitations des gens. Et vraiment, t'arrives en fin de journée, mais t'es complètement éclaté. Surtout que la dernière ronde, je crois, elle se finit. Je sais plus si c'était 22h30 ou 23h30, mais je me rappelle encore de l'annonce du speaker au micro qui dit, ça doit être Jacques-Yves, qui dit par contre, le parking là il ferme dans 10 minutes, donc si vous voulez récupérer votre voiture, c'est maintenant, tu vois. Ah oui. Et moi j'étais limite encore en train de jouer ou en train de ranger mes cartes et tu dis ok, bah il faut pas que je traîne, enfin bref. Mais c'est le fameux moment où j'ai draw une 6ème carte sur un duel que je faisais contre Lotak, qui était un créateur de contenu que je connaissais pas encore à l'époque, où vraiment, en fait, vu que j'avais fait un live IRL le matin, je m'étais dit, je sais pas, comme un éclair de génie, encore une fois, pourquoi j'y avais pas pensé avant, mais je m'étais dit, mais attends, là on a une petite salle à l'écart, pourquoi je mets pas ma caméra même posée à l'arrache pour montrer la dernière ronde du jour, quoi. Mhm. Et on me dit, bah vas-y, ouais, si tu veux. Je demande l'autorisation, on me dit, vas-y, si tu veux. Mon adversaire, il arrive, on commence à jouer, c'est un Salamandre, il y a 1-1. Et là, on finit la deuxième game à 13 secondes du time. Sauf que, en fait, vu qu'on est dans cette petite pièce, moi, j'ai pas l'info sur le time, parce que c'était encore la période où j'avais pas de chrono. Et puis, bah, vu que t'es dans une pièce où il n'y a pas de chrono, bah, t'as pas connaissance du time. Et je me rappelle, il y a un arbitre qui rentre dans la salle au moment où on termine la 2 et il nous dit il reste 13 secondes. Et là, l'Otak, il me regarde et il me dit bon, bah, on fait quoi? On la draw? Et moi, je sais que je joue Harpie et que j'ai Cowboy Gagaga dans mon extra. Donc, je lui dis non, moi, je suis chaud pour la faire. Et franchement, gentiment, il oppose pas de résistance, il mélange son deck, même rapidement pour me laisser le temps de jouer et tout. Donc franchement, super gentil à lui. Et moi, je suis stressé de ouf, je suis fatigué de la journée. Et je me dis, ok, tout ce que je dois faire, c'est déclarer ma main phase. Une fois que j'ai déclaré ma main phase, je peux faire mes 2 summons, niveau 4, faire mon cowboy, détacher, gagner. Et dans la précipitation, je dis,
Donc vraiment, je mélange mon deck. L'arbitre qui arrive dit il reste 13 secondes, vite. Je lui donne à couper, on coupe, machin, je pose mon deck. Je pioche mes 5 cartes, on lance le... Bah non, on lance pas le dé, bref. Je pioche mes 5 cartes et je dis draw standby main, tu vois. C'est vraiment en mode draw standby main pour être sûr d'acter la main phase. Sauf que moi, c'est à l'époque où en fait, les duels méta, ça représente un duel sur 30 que je fais, tu vois. Et le reste, c'est des duels rétro, donc le Yu-Gi-Oh! Et donc le Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que tu fais? Quand tu joues premier, eh ben tu pioches. Et le réflexe que j'ai, c'est de piocher. Et je me rends même pas compte. Je continue de jouer. Et à un moment, l'arbitre, il m'arrête, il me dit... non, je crois que c'est Lota qui me dit, mais attends, je crois que t'as pioché 6. L'arbitre qui dit, oui, je crois que t'as pioché 6. Et moi, l'air incongru, je les regarde. Et l'arbitre me dit un truc, mais je comprends pas sur le coup. Et je dis, bah ok. Et puis je serre la main de Lotak et je dis, bah t'as gagné. En fait, pour moi, c'était la résultante normale de ce genre de situation. Il était en mode Brandao, genre, j'ai pas touché, hein. J'ai rien fait. Oh. Non, c'était plus, je m'en suis voulu de ouf. En plus, j'étais en stream, tu vois. C'est le seul match streamé que j'avais fait de mon tournoi. Et tu sais, d'un coup, tu t'en veux terriblement. Et avec la fatigue, le stress, machin et tout, j'ai rangé mon deck. Et l'arbitre est venu me voir après en me disant « Attends, tu m'as pas compris. Pardon, mais il m'a dit « Tu m'as pas entendu, tu m'as pas compris, mais je t'ai dit attends, je vais aller chercher le head judge pour voir ce qui se passe. » Et en fait, il m'a dit après coup que j'aurais pas dû ranger le deck. Il m'a donné game loss parce que j'ai rangé mon deck. Enfin, game loss, il m'a fait perdre la game parce que j'ai rangé mon deck, donc c'était compté comme un abandon. Mais en gros, dans cette situation-là, j'aurais juste pu, si j'avais pas mélangé les cartes de ma main, montrer la 6e carte que j'avais piochée à mon adversaire, la remettre au-dessus de mon deck et continuer à jouer normalement. Il a dit c'était la solution pour réparer, on va dire, cette erreur. Mais du coup, j'ai perdu cette game. Sur une pioche d'une 6e qui est vraiment super débile. Et le lendemain, j'ai quand même fait J2 et j'ai perdu mon dernier match qui me permettait d'espérer potentiellement de passer sur le top à l'époque 128 du championnat de France, quoi. Il y avait un autre truc aussi, c'est que si sur n'importe quelle combinaison de 5 cartes sur les 6 que t'avais le moyen de faire 2-4, c'était bon en fait. Parce que... Et c'est vrai que ça, c'est des trucs d'expérience, quoi. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai compris après, où justement, en fait, je fais mon J2, j'arrive le J2, je me dis, bah, c'est simple, il faut que je gagne tout pour espérer passer en top. Les 3 premiers matchs, je les gagne. Le dernier match, pareil, je me retrouve dans une situation où je suis un peu isolé de l'écran parce que, en fait, pour remettre en situation, pour ceux qui ont pas connu cette année-là, donc je crois que c'est le championnat de France 2019, si je dis pas de bêtises, à Paris, où en fait, on avait vendu toutes les places du championnat de France bien avant la date. Et à la dernière minute, Konami, ils ont essayé de rajouter, je crois que c'était 100 ou 200 places en plus. Donc nous, on était super contents. On avait battu le record d'affluence, je crois, à l'époque du championnat de France. Mais c'est vrai que, on va dire, vu qu'ils avaient rajouté des tables un petit peu à la dernière minute, il y avait des salles qui étaient un peu moins optiques. Je sais que le jour 1, j'ai été faire un match dans la cantine de la salle d'à côté. Enfin bref. Et en fait, la dernière ronde du jour 2, je me retrouve dos au time, machin et tout. Tu vois, c'est encore des moments où t'apprends. À chaque match, t'apprends, tu vois. Parce que j'étais jamais... Vu que je faisais très peu de compétition, enfin, pas du tout même, bah, c'est à chaque fois une nouvelle situation qui s'offre à moi. Et je suis là en mode, bah, j'ai jamais rencontré cette situation. Et du coup, ça fait foi un petit peu. Et je prenais beaucoup d'expérience à chaque partie. Cette fameuse dernière ronde, on part au time... contre un adversaire qui jouait pareil Sky Striker. Moi j'ai toujours mon deck Harpie. La dernière il commence et en fait dans un moment un peu de panique où en fait il y a un arbitre qui nous a donné 3 minutes d'extra time et qui veut pas nous donner le time de la clock qui reste au moment où on commence le dernier match. Mon adversaire commence, il joue, je sais plus c'était quoi, je sais plus quelle carte c'était de Sky Striker, mais il joue une carte et il me dit est-ce que ça passe? Et je dis, qu'est-ce que ça fait? Il m'explique les faits, sauf qu'à ce moment-là, j'ai un moment d'absence. Tu vois, il m'explique les faits, et je me réveille littéralement, il me regarde, et il est là en mode, alors est-ce que ça passe? Et moi, dans la précipitation, je lui dis, ok, oui, ça passe, et je prends la carte et je la lis. Mais je lui ai dit, oui, ça passe pour qu'il continue à jouer, tu vois. Et t'avais une hache. Et en fait,
là, je remarque, j'avais une hache et je remarque que sa carte faisait une tuto ou une invoque spé depuis le deck. Et j'ai pas joué ma hache et du coup, j'ai perdu là-dessus. Et du coup, j'ai pas eu potentiellement cette chance de faire top 128. Ce qui aurait été extraordinaire parce que, comme on le voit sur ton screen, quelques minutes après, j'ai pris le live sur ma chaîne pour commenter le top cut du championnat de France. Quoi. Dans les moments clutch, comme ça, quand t'es pas habitué, ça arrive de souvent partir en couille. J'ai beaucoup d'anecdotes sur toi par rapport à ça. Il y a ces deux-là. Il y a celle aussi du diapason qui est pas rentré alors que tu fais toute ta combo pour l'invoquer et gagner autant cette année. C'est vrai que quand on n'est pas à l'aise avec ça, ça arrive de des fois tunnel vision quelque chose. Et c'est quelque chose qui m'est aussi déjà arrivé. Hein. C'est vraiment quelque chose de pas choquant. Mais tu vois, Vin, excuse-moi, je te coupe et je raconte aussi pas mal de trucs. Je sais pas toi, niveau du temps, comment on est. Hein, si tu veux avancer plus vite, n'hésite pas à me le... On va peut-être déborder, mais tranquille. Ok, moi ça me va. Après c'est pour toi. J'essaie de me dépêcher. Tout me va. Mais tu me rappelles trop de souvenirs. Tu me montres des trucs qui me rappellent trop de souvenirs, tu vois. Et en vrai, ça me rappelle effectivement que j'ai commencé sans avoir envie de faire de la compétition et que petit à petit, je m'y mets vraiment petit à petit. Mais tu vois, ce jour-là où j'ai commenté du coup avec Brandon et Xari le championnat de France, je me rappelle, il y avait eu pas mal de litiges en table en feature match qui m'ont fait me rendre compte à quel point, quand il y a un judge qui arrive à la table, eh bien en fait, t'as le droit d'argumenter, t'as le droit de te défendre un petit peu pour essayer de faire foi et de montrer justement ta bonne volonté dans telle ou telle situation. La même chose que toi à ce moment-là, quand je voyais les joueurs un peu du coup discuter et essayer de défendre leur bout de gras avec l'arbitre, je m'étais dit mais attends, mais c'est clair que j'aurais dû dire à l'arbitre, mais vous pouvez enlever n'importe quelle carte de ma main parmi ces 6 cartes, je peux quand même faire ma combo et gagner. Et tu vois, c'est des moments où tu apprends et c'est des moments où tu te confrontes. À part ça, enfin, avant ça, j'avais jamais regardé un match de compétitif de Yu-Gi-Oh! Avant de commenter les championnats de France, ce qui est un peu paradoxal, quoi. Mais pour revenir un peu là-dessus, préparer un tournoi, il y a évidemment le fait de maîtriser son deck et connaître ses match-ups, mais il y a énormément de facteurs autres qui vont être autour du jeu, qui ne sont pas dans le livre de règles, qui ne sont pas dans le jeu, qui existent. Il faut savoir parler à un arbitre, de pas... Enfin, c'est comme si on t'accusait de meurtre alors que t'as tué personne, il faut savoir rester calme, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est clairement quelque chose qui s'apprend sur le tas, et ça s'apprend pas théoriquement. Cette année 2019, mon cher Zulu, malgré cette petite défaite dernière ronde, elle se conclut en apothéose avec évidemment un feature match devant le monde entier. Et ça, c'est magnifique. Puisque sur la scène internationale, tu as un privilège que peu ont eu dans leur vie. C'est d'avoir un feature match du coup au WCQ Utrecht. Exact. Pas très bon on dit. Et tu le gagnes, bordel. Ouais, et ça, pareil, mais quel souvenir. En fait, comme je le dis, juste au CDF, juste avant, enfin de cette année-là, je finis genre... je sais plus, 200e, mais à l'époque, il y avait les reports. Et du coup, je gagne ma place au championnat d'Europe, malgré le fait que c'était donc mon seul tournoi de l'année. Je vais faire du coup mon premier championnat d'Europe. Je découvre du coup ce monde-là, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai fait que des tournois en France. Et je découvre de ce que c'est de devoir, cette fois-ci, argumenter ou expliquer tes cartes, mais... en anglais. Et voilà, je découvre ça. Et en fait, je me rappelle au moment où je me rends sur ce YCS, je vais voir la table de cast et je leur dis écoutez, je me présente. Vous me connaissez sûrement pas, mais je fais une émission sur Twitch. Si jamais vous avez envie de me faire passer, peut-être que ça plairait aux gens de voir mon match et que ça ramènerait un petit peu d'audience, quoi. Et c'est sûrement ce qui a fait qu'ils m'ont appelé en table feature juste après. Je tombe contre effectivement ce joueur Salamangrande et ma première expérience en feature match. Je me rappelle, j'étais stressé de ouf, quoi. C'est ce que j'allais dire. Comment tu te sens avant, pendant et après? C'est ça que j'allais te dire. Parce que moi, je sais comment ça se passe, tu vois. Mais t'as plein de joueurs qui, dans le chat, n'ont pas eu cette expérience. Parce qu'on te met un casque, on te brief avec des éléments assez brefs et assez stricts. Comment toi, tu le vis à ce moment-là, avant même de poser ton deck sur la table? En fait, le premier truc qui me fait peur, c'est que je comprends qu'il va avoir une interview de moi en anglais.
Oh merde. Et, et ça, et ça, quand je comprends ça, je suis en mode ah ouais, ok, d'accord. Donc ça me met un petit peu en pression. Une fois que je m'assois à la table, on va dire ton premier tour, il est un peu tremblotant et t'es un peu hésitant. Et une fois que la game est engagée, ça va mieux. Mais l'un des pires trucs dans Yu-Gi-Oh, justement, quand tu sais que tes plays sont pas toujours optimaux, c'est la sensation que tu vas être jugé sur tout ce que tu fais. Surtout, regarde, à l'époque, on avait les cartes en main qui étaient affichées. Ça veut dire que, admettons, si tu rates un létal ou si tu fais un play douteux en match, les gens ils vont être là en mode ah mais non, il fallait faire ça et tout, putain, il pue la merde, machin, enfin bref. D'un côté, je suis pas trop là-dessus parce que je me dis bah les gens, ma communauté sait que je joue en rétro et que je viens là pour gagner de l'expérience, machin et tout. Et de l'autre côté, ça met un peu de pression quand même parce que bah voilà, je suis youtubeur streamer, c'est un métier d'image et t'as jamais envie de passer pour le bolos du coin. Par chance, on va en game 3 et j'ai une main goldée à la main 3 où j'arrive à résoudre 2 fois la piège harpie 2 tours d'affilée et lui remonter son monstre machin, ce qui me permet d'OTK et de gagner. Par contre, j'ai eu les frissons sur scène quand j'ai joué la piège harpie. Il y a tout le public qui a crié, emmené par les Français qui étaient sur place. Et ça m'avait foutu les jetons en mode... Enfin, les jetons, les poils en mode... Wow, genre... trop cool, le public qui se galvanise et tout sur mes cartes. Et ça m'avait fait trop fait rire parce que quelques minutes plus tard, j'étais faire un tour dans la salle et les vendeurs de cartes à l'unité de la salle avaient sorti les Harpie Featherstorm pour les mettre dans leur vitrine en mode bah, il y a un mec qui a gagné en feature avec cette carte, on va peut-être réussir à la vendre du coup. Tu vois, ça m'avait fait rire, mais c'est le business, c'est normal. C'est quelque chose qui est très commun, ça. Faut savoir qu'à la ronde 1, quand tu sais ce que Jesse Cotton joue, les cartes prennent 20% de manière générale dans YCS, donc t'es un peu le Jesse Cotton du trash, quoi. C'est magnifique, quoi. Or non, alors non, mais sacrée expérience. Et fin de l'anecdote, fin de cet arc avec une petite anecdote, où vraiment, si je dis pas de bêtises, c'est le WCQ où on a Samir contre Gabriel en finale. Donc je regarde la demi-finale et au moment où je sais qu'il y aura Gabriel, donc un Français contre Samir, un Français, parce qu'à l'époque je les connaissais pas, qui vont être en finale, et ben c'est le moment où je dois partir prendre mon train pour rentrer sur Paname. Et j'en ai un souvenir un mélange de déception de pas être sur place et d'excitation à regarder le match sur mon téléphone, machin et tout. Et franchement, c'est un gros regret pour moi de pas avoir pu vivre une finale franco-française en championnat d'Europe sur le stage, entre guillemets, enfin dans le public. C'était... il y a dû avoir une ambiance particulière, quoi. Donc j'avais clairement le seum, mais franchement, j'en repars avec une satisfaction, une super expérience, tu vois, vraiment. Franchement, j'étais trop content, trop refait, quoi. Écoute, c'est une expérience qu'on vous souhaite de vivre chez vous si vous avez l'occasion de jouer un YCS ou autre tournoi. Parce que clairement, être streamé, c'est vrai que beaucoup de gens l'appréhendent différemment. Il faut savoir que Ryan Jabri, qui est un des joueurs les plus forts actuellement en France, est également énormément stressé par la réaction des gens quand il joue. En mode, ils vont me juger alors qu'ils sont tout nuls. Voilà, lui, c'est un peu comme ça qu'il le prend, mais voilà. Lui, c'est l'inverse de moi. Moi, je me dis, je suis nul. Il y a des gens forts qui vont me juger. Il se dit, je suis trop fort. Et les gens nuls, ils vont me juger. Mais voilà, du coup, il aime pas trop les features pour la petite anecdote. Fin 2019, du coup, bah, super année pour toi, parce que là, c'est vraiment le moment où tu es dans le compétitif. On arrive début 2020 avec le terrible Covid qui arrive. Mais juste avant le confinement, on a ce Duel Link Invitational, qui est le deuxième gros projet sur lequel tu bosses. Et là, cette fois-ci, tu es plutôt en host et tu es plutôt autour du truc. Alors moi, je vais pas te dire ce que j'ai pensé de cet événement parce que je me suis fait scam, mais vas-y, on va en parler. C'est de ma faute si tu t'es fait scam, parce qu'il y a eu un tirage au sort des decks et on m'a demandé de tirer au sort ton deck parmi tous les decks. Enfin, c'était un tirage au sort, hein, donc je le savais pas. Et c'est le moment où je tire Harpie. C'était ton destin, Vince. Mais ça, c'était pas grave, parce que si je tire Harpie et que je joue, par exemple, contre un peintre, tu vois, c'est pas grave. Mais là, je tombe dans la poule de 2 mecs, les deux sont en finale derrière, parce qu'ils ont les 2 meilleurs decks du tournoi. Et moi, j'ai cyber bouclier quand ils ont Red Ice, machin. Je suis encore salé. Vas-y, je te laisse nous en parler de l'événement. Non, mais clairement, le Duel Links Invitational, on est quasiment dans la même veine que le tournoi Speed Duel qui s'était passé un an plus tôt.
à la différence que les decks sont imposés. Donc ça a du bon et du moins bon, c'est-à-dire que t'as pas de match mirror. Donc ça c'est intéressant. Enfin, ça peut être intéressant pour des personnes qui ont peut-être des fois marre de voir les mêmes decks s'affronter, machin et tout. Après, bon, voilà, t'as pas trop la latitude de choisir ton deck. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont été contents, d'autres à ton image qui étaient un peu déçus du deck qu'ils avaient tiré. Honnêtement, le deck me dérangeait pas. C'est juste le deck plus la poule. Genre quand en face de moi il y avait navigation du magicien, moi j'avais cyberbouclier, j'étais en mode quand même, là il y a un problème là les gars. L'anecdote du cyberbouclier. C'est vrai que même dans Club Yu-Gi-Oh, je jouais même pas cyberbouclier dans mes decks harpies. C'est dire. C'est dire. Donc je comprends ta peine. On va dire, franchement, c'est assez similaire. Je suis content, tu vois. On a un événement qui est bien géré. Ouais, Il y a Webedia derrière. Tu vois, il y a Konami derrière. Tu vois, c'est cool, ça tourne. Cette fois-ci, par contre, c'est européen, à l'image de Mangaka, le joueur, le youtubeur italien qui est là à l'image, tu vois. C'est chouette, c'est aussi la première fois que je rencontre, bah, tu vois, les créateurs des autres pays que je vais continuer à rencontrer sur le reste, on va dire, de mes années Yu-Gi-Oh! Et c'est plaisant. C'est vraiment plaisant de rencontrer de voir ce que les gens font dans les autres pays, tu vois. Donc c'est chouette. Je suis assez d'accord que c'était super comme événement, c'était convivial et tout. Moi, l'anecdote qui m'a. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'est Schattenspieler qui vient me voir et qui me dit. Moi, comment il me regarde? Il me regarde et il me dit: mais tu sais que j'ai fait top 32 à mon national. Et dans ma tête, je me dis: mais qu'est-ce que tu me veux? T'es fou, quoi? Tu sais à qui tu parles? T'es malade ou quoi? Genre. et je lui ai rien dit parce que, genre, je voulais pas le vexer, tu vois. Mais j'étais en mode: mais attends, mais. Mais tout ça pour dire, ouais, c'était vraiment très convivial et effectivement, c'était excellent. Du coup, malheureusement, du coup, on est confiné juste après cet événement. Mais Club Yu-Gi-Oh, quand tu arrives à être sur place, avec Zari notamment, vous arrivez à le continuer un peu. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit je change un peu de recette, ou est-ce que c'était un peu entre guillemets routine, ou alors est-ce qu'il y a peut-être des moments où tu as réfléchi à des concepts, tu t'es dit ah là peut-être je le fais pas. Je sais que tu avais pensé à un cube de draft, c'était vachement bien ça. Ouais, je crois que c'est la période où j'ai dû faire aussi des clubs Yu-Gi-Oh! Series. Je sais plus quelle était la période. Clairement, j'essaie de renouveler, mais de garder, on va dire aussi le noyau. Enfin, comment dire, le principe même de l'émission, c'est de jouer des decks rétro, et ça je peux pas l'enlever. Mais il me semble que c'est sur cette période-là où j'ai déjà dû faire quelques clubs Yu-Gi-Oh! Series, donc des tournois méta compétitifs, donc de Yu-Gi-Oh! Avec sous format invitationnel 8 joueurs, que j'avais la chance de pouvoir commenter sur le stream, et de pouvoir bénéficier, on va dire, de la prod de Webedia et des équipes de le stream pour pouvoir organiser des tournois invitationnels sur Yu-Gi-Oh! Tu vois, je trouvais ça trop bien. Mais ouais, non, c'est tiraillé entre les deux, tu vois. À la fois l'envie de faire évoluer, à la fois mon attachement au rétro, et aussi le fait de me dire, il y a plein de gens qui kiffent et qui veulent continuer à voir ça. Donc il faut aussi que je continue, quoi. Et pendant ce temps-là, du coup, t'es chez toi la plupart du temps. Et là, tu vas te dire que t'es vraiment vieux. C'est la période où démarre Radio Yu-Gi-Oh! Depuis chez toi. Oh là 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 là. Alors, c'est un peu après, hein. C'est dans la foulée, mais c'est un peu après. Ah, Radio Yu-Gi-Oh! Feu! Radio Yu-Gi-Oh! Avec la session avec Vince. Ça, c'est clairement la période où je suis rentré à Dunkerque et où je suis passé en indépendant. Et je cherchais du coup à construire des rendez-vous, en fait, pour les fans de Yu-Gi-Oh! Donc là, c'était tous les dimanches soirs où j'organisais du coup une émission Yu-Gi-Oh! avec Gab et Volt en permanent, plus toi, enfin plus un invité en quatrième personne. Et franchement, c'est un truc qui... en fait, je me suis servi de l'expérience que j'ai réussi à assimiler sur le stream. Donc l'expérience des talk shows et un petit peu de prod, machin, pour organiser ça et essayer de faire ça au mieux. Clairement, c'est un kiff. Par contre, ça demande une organisation, ça demande une implication de personnes qui sont différentes de... Enfin, comment dire, ça te demande d'inviter des gens et de leur demander aussi de construire une émission ensemble et tout. Donc c'était quand même assez prenant. C'est une période que j'ai adorée parce que franchement, il y a trop de bons souvenirs, surtout
le quiz Pixel qui nous régalait à chaque fois. Est-ce que tu sais qui est le seul joueur de l'histoire de tes quiz qui a 100% win rate? Oui, c'est toi. Merci. Non mais vas-y, tu peux continuer, vas-y. Non mais Vas-y, non mais c'est pour moi. Je me rappelle de ces stats, mais ça me fait plaisir. Non, c'était chouette, mais c'était quand même assez prenant. D'organiser ça, surtout de bloquer à la fois le créneau des dimanches soirs. Tu vois, c'est-à-dire que, je sais pas, à partir d'une certaine heure, t'es mobilisé tous les dimanches pour faire ça. Ça veut dire que, du coup, tu peux pas non plus faire ce que tu veux le dimanche en famille ou ce genre de choses. Donc ça a fait partie des raisons sur lesquelles j'ai pas rempilé sur une saison et sur le fait que je le sors de temps en temps pour faire plaisir aux gens, un petit revival, mais clairement, non, c'est des bons souvenirs. Les gens, je pense, sous-estiment beaucoup le travail à faire pour ça, parce que réunir les gens en même temps, réunir tout ce qui va être du coup des scènes, hein, finalement, parce que toutes ces scènes que vous voyez à l'écran, évidemment, c'est quelque chose qui nécessite du temps de travail. La prod que tu faisais en même temps du fait d'animer, c'est beaucoup de boulot, et je pense que toute la communauté avait kiffé en ce moment. C'était vraiment le rendez-vous des gamers et même des casus pour le coup. Et j'avoue que ouais, c'était bien. Non, c'était bien, il faut le dire, quand les choses sont bien, c'est bien. C'est gentil. Après, en vrai, comme tu disais, moi j'avais la casquette de présentateur, de chroniqueur et de producteur. Enfin, producteur plus réalisateur de l'émission, c'est-à-dire que pendant qu'on discute, qu'on entretienne une discussion, moi je change les scènes, les assets, les machins et tout. C'est un exercice qui est particulier. Ça m'embête jamais de le faire parce que j'ai toujours eu ce côté un peu polyvalent dans ma formation et dans mes skills de streamer, entre gros guillemets. Oh là là. Mais ça a aussi marché parce que j'ai eu de très bons intervenants. Je pense notamment aux récurrents, Gab et Volt, qui pour moi apportaient vraiment un aspect compétitif que moi j'avais beaucoup moins sur le jeu, et c'est une période aussi où j'ai appris plein de trucs, quoi. Ah bah écoute, c'est parfait. En tout cas, peut-être un jour, qui sait, des reveils de temps en temps, comme disait Zulu. Voilà, restez sur le qui-vive, évidemment. Bon, du coup, 2 ans. Malheureusement, 2 ans, c'est cool, puisqu'on a été confiné presque 2 ans. Mais enfin, non, ça n'a pas duré 2 ans, mais il y a 2 ans sans tournoi. Et du coup, on se téléporte ensuite à ce Master Duel Invitational. On va peut-être être un peu plus bref là-dessus. Mais parle-nous un peu de cette expérience de découvrir que tu joues Pendule la veille et apprendre à jouer Pendule du jour au lendemain. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Dans la même veine que sur le tournoi Duel Links, c'est clairement la même recette. Les decks sont imposés, on tire au sort la veille, je tombe sur un deck Pendule. Les gens qui me connaissent savent que je n'ai jamais joué une carte Pendule de toute ma vie. Et du coup, je me retrouve là en mode, bon, ok, je participe à un tournoi. Même sensation que sur un feature match où tu es là en mode, les gens ils vont un peu analyser quand même mes plays. Et je suis là en mode, oh yo, ça va être dur, je joue Pendule, mais bon, ça va. J'arrive à assimiler une partie des combos du deck assez tard dans la nuit, où j'ai essayé de jouer sur mon iPad, machin et tout. Clairement, j'arrive sur le tournoi en me disant, je suis pas assez bon sur le deck, mais justement, c'est marrant de jouer. Moi, je me rappellerai Pendule, quoi. Toute ma vie de cet événement, parce que quand je commentais, derrière moi, il y avait 15 mecs, dont des gens de Konami, je balance, j'en ai rien à foutre, qui regardaient la Coupe du Monde de foot. Et à ce moment-là, l'Arabie Saoudite bat l'Argentine, et ils sont tous comme des fous derrière moi, et moi je suis en mode, mais excusez-moi, mais il y a des pendules là. Ah ouais, c'était la période Coupe du Monde et tout. Moi, ça m'a étonné que dans ta timeline, t'as pas mis la sortie de Master Duel, qui pour moi a été un événement hyper important dans ma carrière de créateur de contenu sur Yu-Gi-Oh! Tu anticipes les étapes, c'est juste que j'ai switché. Mais vas-y. D'accord, ok. mais du coup, non, la sortie de Master Duel, pour moi, ça a été une révolution, quoi. Ça a été parce qu'à l'époque, sans Master Duel, quand tu voulais créer du contenu sur Yu-Gi-Oh!, ça te demandait toute une installation, une organisation. Tu vois, soit tu fais du remote duel et il faut trouver quelqu'un qui a le setup propre chez lui. Il faut faire des scènes un peu alambiquées pour que ça s'imbrique, machin et tout. Et là, d'un coup, tout devient plus simple dans la création de contenu sur Master Duel. Alors, certes,
c'est pas du TCG, c'est un format à part. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un changement majeur dans ma façon d'appréhender le jeu, quoi. Et bien Et justement, la création de contenu. c'est là que je voulais en venir en montrant ce screen-là, parce qu'il y a justement l'introduction de Master Duel du jour au lendemain, personne n'est au courant, qui débarque du coup sur Steam. On se retrouve enfin avec un simulateur officiel, et toi du coup, voilà, c'est ton rinté, quoi. C'est là-dessus que tu vas t'éclater. Et bon, ça ressemble pas, c'est évidemment plus par rapport à la scène asiatique, hein, parce que je sais pas si tu le sais, mais les YCS au Japon se jouent en BO1, pareil, ce qui est un peu effrayant. Et donc du coup, toi, tu peux comme ça streamer assez tranquillement, et tu continues aujourd'hui de faire des decks à thème, de t'amuser. Alors évidemment, tu vas pas aller jouer contre les meilleurs de la scène, mais voilà, t'as des trucs à thème, des scènes à thème en stream. Tu vas jouer un deck égyptien, un deck Nibiru Toon Burn, un deck... Voilà, et toi, ton délire, du coup, c'est d'arriver à essayer de gratter des victoires avec des cartes injouables. Et du coup, c'est une thématique qui revient souvent et qui plaît énormément. Bah, en fait, clairement, quand Master Duel sort, je suis trop content parce que je gagne un super outil de travail, entre guillemets, et surtout un moyen de partager ma passion aux gens de manière beaucoup plus simple et surtout d'une manière différente que d'habitude, parce que Master Duel apporte des avantages en termes de création de contenu qui sont imbattables, contrairement au TCG, surtout dans la création de deck. Je découvre un truc que j'adorais faire, enfin je redécouvre un truc que j'adorais faire du deck build sur tous les decks de Club Yu-Gi-Oh que j'ai créé, et même depuis que je suis tout petit, j'adore créer des decks, machin. Après, je suis pas un bon créateur de deck, parce que quand tu parles de deck building, tu penses à la compétition, et pour faire du bon deck building, il faut être très très bon joueur, tu vois. Mais en tout cas, j'adore le faire de manière récréative. Et quand j'avais déjà essayé de faire du deck build en live dans mon studio, où du coup, t'as tes cartes qui sont un peu éparpillées dans ton studio, et t'es là en mode, bah, il me faut que je trouve telle carte. Allez, tu te lèves, elle est rangée où? Allez, dans tel truc. Ok, je reviens, je l'ai trouvé le chat. Après, maintenant, il me faut telle carte. Allez, tu te lèves, tu la cherches, machin. Ok, allez, la machin. Bref, c'est très dur. Alors que d'un coup, tu discutes avec ton chat, t'es là en mode, je veux faire un deck Dragon Blanc Yeux Bleus. C'est quoi les bonnes cartes? Tu tapes le nom de la carte, tu la lis, les gens la voient, et tout est plus simple, en fait. Tout est plus simple. Et moi, en lancement de Master Duel, je me dis, c'est un super nouvel outil de travail. Et je mise tout de suite dessus. Je me dis, c'est simple, sur la période de lancement, j'ai tellement d'euphorie, tellement de plaisir à jouer à Master Duel. Et j'anticipe aussi le fait que ça va devenir quelque chose d'important, où je me dis, bah, je mets 300 balles par jour sur le jeu, quoi. Et okay, moi, je sais combien t'as mis dans le jeu, j'ai pas osé le dire, mais si je veux, vas-y. Ah, mais moi, je l'ai dit, hein, j'ai mis entre 5 et 6 000 euros, enfin, entre 5 et 6 000 euros dans le jeu, parce que c'est mon outil de travail, que j'avais besoin, voilà, d'avoir des cartes, et aussi par pur plaisir, à la fois de faire passer ça en frais de société, parce que je suis capable, parce que c'est mon outil de travail, mais aussi parce que juste j'adore ça, quoi. Donc c'est une somme folle, bien sûr. Après, moi, j'ai des besoins très particuliers sur le jeu, parce que je fais à la fois du rétro de temps en temps, je fais à la fois du compétitif de temps en temps, je fais aussi, bah, du coup, des decks, de la création de decks, et du coup, j'ai besoin de quasiment tous les cartes du jeu. Donc forcément, ça me demande d'avoir énormément de gemmes pour pouvoir faire ça. Mais quel kiff! Et en fait, je pense que je me suis rendu compte qu'il y a un truc que j'adore faire sur le jeu, et que je faisais quand j'étais gamin, c'est de la création de decks avec des contraintes. Parce que quand t'es gamin et que t'as pas toutes les cartes, et que t'as envie de te faire un deck, bah t'as des contraintes. T'es là en mode, bah, j'ai pas cette carte, comment je peux jouer, machin et tout. Quand je crée des decks pour Club Yu-Gi-Oh, je m'impose moi-même des contraintes. Je vais faire un deck sur le thème insecte, je vais faire un deck sur le thème guerrier, je vais faire un deck avec telle condition de victoire. Et c'est des trucs que je peux retrouver sur Master Duel, et qui m'amusent beaucoup trop, quoi. Bien voilà, bah, dites-vous que ça, c'est la majorité du contenu aujourd'hui de Zulu sur Twitch. N'hésitez pas, évidemment, à jeter un œil. C'est à peu près, alors pas forcément tous les jours, mais c'est très très régulier. Et donnez-lui de la force, ça fait plaisir. On va revenir sur cette année 2022, puisque cette année 2022, il y a eu un championnat de France aussi, qui s'est déroulé à la Maison du Handball, dans lequel
tu décides de malgré tout jouer Harpie dans Ellich. Est-ce que c'est un championnat de France où tu te considères, comment dire, plus préparé qu'en 2019 ou peut-être un peu revenu en arrière en raison d'impératifs ou autre? Non, je suis beaucoup moins préparé parce que je suis pris par autre chose. Et en fait, surtout, en fait, je joue pas de manière régulière en compétition à Yu-Gi-Oh! Tu vois, donc encore une fois, tous les ans, j'arrive au championnat de France. Je suis pas préparé, je connais pas assez les decks. Tu vois, je connais pas les patterns de jeu, les handboards, ou en tout cas assez peu, ou en tout cas je me renseigne souvent genre 2 semaines avant. Et en fait, le deck qu'on voit, c'est vraiment moins d'un mois avant le championnat de France, où je suis en vacances au Portugal. Je passe mes meilleures vacances avec la famille, machin et tout. Et sur les moments un peu creux, bah, j'ai mon téléphone et je joue à Master Duel. Et sur Master Duel, je me rends compte que tiens, je peux mixer des trucs chelous avec donc du Adventureur, du Ellich, mais aussi du Harpie, parce que je me rends compte que la meilleure carte Harpie dans le jeu, bah, c'est le Griffon en fait. C'est le Griffon, Adventureur qui est vent, bête ailée, et que si tu sets auparavant, au préalable, la piège Harpie, bah, tu peux la résoudre pendant le tour adverse. Et souvent, ça fait pass turn. Alors, pas tous les decks, mais en tout cas, c'est très très gênant. Et je me mets à build de ça. Et j'y vais en mode, bah, je suis trop content parce que quand tu te prépares pas toute la saison pour le championnat de France et que tu vas pas avec un objectif, tu peux te poser la question, bah, qu'est-ce que je vais y faire en fait? Et est-ce que je vais prendre un deck par défaut, un deck méta, et essayer d'affronter des mecs qui se sont entraînés toute l'année avec leur deck? Et en fait, moi, ma réponse, c'est de dire, bah, j'y vais pour surprendre les mecs et essayer d'y aller avec mon propre style, en sachant que je vais pas aller au bout, mais en tout cas que je vais avoir des games qui vont être marrantes, des réactions de mecs qui sont en mode « Hein ?» C'était genre, il me voit jouer Adventureur, puis il voit du Ellich, puis il voit la piège Harpie, tu vois. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont révélé des pièges Harpie sur le Griffon, tu vois. Et moi, ça, c'est mon plaisir. Mon plaisir dans beaucoup de choses que je fais dans ma vie, c'est de jouer différemment, c'est de faire les choses. En fait, quand je joue un deck Yu-Gi-Oh! Et c'est certainement ce qui va m'handicaper le plus dans tout mon parcours compétitif, c'est que j'ai besoin de créer le deck et de créer les combos pour être content de le jouer. Et ça, c'est à la fois ma façon de jouer, mais c'est à la fois très handicapant parce que prendre un deck tout fait, pour moi, c'est trahir un peu l'esprit du jeu, même si je comprends bien que tout le monde fait ça, Et tu vois. est-ce que c'est un truc dont tu t'es aperçu après le dernier championnat de France de cette année où t'as pris un deck vraiment tryhard, où tu t'es dit putain, c'est pas moi quoi? Non, je pense que c'est justement un truc où je m'en suis rendu compte l'année là, Ok. de ton screen, quoi. Où vraiment, quel kiff de jouer un deck qui ne ressemble à aucun autre. Et le problème, c'est que je veux toujours reproduire ça, sauf que cette année, j'avais eu peut-être un petit peu de bol dans. Ouais. Parce que franchement, je pense que le deck était pas optimal, mais il faisait des choses, tu vois. Il faisait des choses, il surprenait des gens. Là, je perds mon feature match contre Nicolas, enfin Nico de la team Guyane, enfin le team Pharaoh, parce que je tombe dans un piège qui me tend littéralement, où il m'invoque Queritis, si je dis pas de bêtises, et je relis 3 fois la carte. Et je me dis, mais attends, là, je peux le détruire, mais j'ai l'impression que si je le détruis, il va chaîner ça et je vais me faire baiser. Et je le lis 3 fois. Et juste parce que bah, j'ai pas assez d'entraînement dans le match-up, il se passe exactement ce que j'avais anticipé, mais j'avais pas assez de certitude, tu vois, et je me fais avoir. C'est la situation du ça a l'air trop facile, tu le fais, puis paf. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et franchement, je pense que si j'avais un peu plus, de confiance en moi, et d'expérience peut-être dans le match-up, je pense que je pouvais aller encore plus loin sur ce championnat de France. Peut-être pas faire top, mais en tout cas pas m'arrêter aux portes du jour 2. Alors qu'entre-temps, Xari, lui, il était quasiment sûr d'aller en jour 2 et il s'arrête à l'avant-dernière ronde parce que
Oh, flemme, je suis Un, fatigué. un- Quoi. un jour, je vous raconterai cette scène de Zulu qui course Xari et je vous jure qu'il le course pendant 10 minutes. Tu peux pas me faire ça, on est amis depuis 10 ans, t'es à 5-2, fais pas le chien. C'est un chien. À côté, il y avait Marie Panca qui en pouvait plus, elle s'est fait rulcharquer par tous les tricheurs de la Terre. Là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et Zulu, il course Xari et dit, ah, tu peux pas me faire ça, t'as pas le droit. Oh, c'était incroyable. Non, mais trop drôle. Franchement, trop drôle. Comme tu disais, vraiment, Xari, j'ai essayé de le saouler. Oui. Parce que moi, ça me faisait rire. Parce que, pour ceux qui n'ont pas compris, Xari, il jouait Trou Draco. Il jouait Trou Draco. Et tu sais, Xari, c'est vraiment le mec. Il s'est pas entraîné une seule fois pour le championnat de France. Je lui donne son deck une semaine avant pour qu'il relise quand même les cartes un peu. Mais bon, il s'entraînait contre Marie qui jouait Mystic Mind. Donc, autrement dit, il s'entraînait pas. Il arrive le jour de l'événement. On fait les 3 premières rondes ou les 4 premières rondes, tu vas le voir. Et tu dis alors, t'en es où? Ouais, je suis en 4-0, quoi. Tu vois, t'es là en mode, wow, putain, frère, t'es trop fort, quoi. Toute l'histoire de tous les intervenants, elle est incroyable. Marie qui vient me voir avant la ronde 1, genre, qu'est-ce que je fais s'ils trichent contre moi? Je lui dis, Marie, ils vont tricher contre toi, ça ne sert à rien de me dire qu'est-ce que je fais. Ils vont tricher, mets-toi dans la tête qu'ils vont tricher, genre, c'est n'importe quoi. Mais franchement, trop bon souvenir de ce championnat de France. Entre le deck que j'ai créé de mes mains et qui franchement fait des trucs sympathiques, le fait de le faire avec tous les copains, tu vois, il y avait Xari, Doc, tu vois, machin. Le fait que Marie, elle vienne me voir un mois avant le championnat de France en mode vas-y, Zoul, tu joues à Yu-Gi-Oh! Xari aussi, vous allez faire le championnat de France, vas-y, ça me fait trop rire de venir avec vous. Et je lui dis, mais attends, mais en plus, tu me demandes juste dans une méta où tu peux jouer Mystic Mind qui peut te permettre de, sans vraiment aucune connaissance en Yu-Gi-Oh! Avec un petit peu de training, tu peux réussir à faire des choses. On va dire que sa plus grosse difficulté, c'était pas le jeu en elle-même, c'était tout ce qui entoure le jeu, savoir ce qui est légal, pas légal, quand appeler l'arbitre, quand reconnaître qu'un mec va tricher contre elle. Parce que Yu-Gi-Oh! C'est compliqué, mais on va dire que maîtriser son deck, c'était... Allez, maîtriser, c'est un grand mot, mais on va dire jouer correctement son deck, un deck Mystic Mind Burn, c'est assez accessible. Et à côté de ça aussi, t'avais réussi à motiver des gens dans ton entourage à jouer, que ce soit Rof, Ted Etienne, je crois aussi, qui avait joué un peu, et ça c'est trop bien. Ouais. Ça c'est vraiment trop bien, et ça montre que le jeu est cool, quoi. Exactement, on avait fait donc des émissions sur le stream, et c'est justement quand on est revenu du week-end du championnat de France, quand on en a parlé dans le récap et tout, Rov qui nous entend parler et qui nous dit ok, l'année prochaine, je fais le championnat de France. Et il a dit Zulu, mark my word, l'année prochaine, je serai au championnat de France. Et tu sais, t'es là en mode oui, bon, toi, on sait, tu joues à Magic, machin et tout, bref. Et en fait, il est venu, quoi. Et ça, c'était trop chouette aussi, quoi. Tu vois, il a vu qu'on avait passé un pur week-end, quoi. Même si Marie, elle avait train 4 heures son deck et qu'elle avait aucune XP, elle avait réussi à s'amuser, machin et tout. Et lui était là en mode, mais attends, moi je suis sur le banc de touche, je vous vois. Enfin, tu sais, t'es le même Bob l'éponge, t'es à la fenêtre où t'es là, tu vois les gens s'amuser dehors et toi t'es là en mode. Après, non, t'inquiète pas. Après, Marie, elle est pas forcément revenue, hein, parce que du coup, les 4 heures entre la ronde 1 et la ronde 2, ça l'a peut-être un peu freiné, quoi. Ouais, c'était un peu galère cette année au CDF, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, hormis tout ça, j'en garde quand même un pur souvenir. Même si j'ai bien le seum de me faire défoncer par Nico en match feature sur je pense que je pouvais largement faire mieux. Mais bon. Oh, ça arrive, ça arrive. Quand même globalement. Ne t'en fais pas. En tout cas, cette année 2022 qui était le retour au championnat de France avec une affluence énorme qui a encore été battue l'année d'après. Et ça, c'est encore une fois grâce à vous. Merci beaucoup. On va avancer sur 2023 parce que là, on a déjà bien débordé. Je vais pas trop te retenir, mon Zoul. Et on va parler évidemment du plus gros projet que tu nous as fait pendant que j'ai fait n'importe quoi avec les overlays. Je sais pas ce que je viens de faire. Je sais pas du tout ce que je viens de faire là. Mais je suis sûr. Et c'est évidemment le barbecue camp. Ouais, la barbecue cup ou le barbecue camp, ça dépend de quoi vous parlez exactement, mais qui est en fait un délire qu'on a eu, je pense, dans Radio Yu-Gi-Oh! Où à un moment, je dois shot call un truc en mode oh les gars, ce serait trop bien de faire une cup, j'invite tout le monde à la maison, on se fait un barbecue, on fait un petit tournoi et on passe un pur week-end et machin. Et ça, j'y pense, quoi. Et ça, j'y pense.
ça trotte dans ma tête. Les viewers, ils m'en parlent souvent en mode bon, tu sais, c'était un peu la vanne, quoi. Quand est-ce que la barbecue cup, elle arrive, tu vois sur le papier, ça avait convaincu plein de gens. C'est une idée qui est complètement inspirée des Hommes Story Cup sur StarCraft 2. Et sur Hearthstone. Et sur Hearthstone, c'est vrai. Oui, mais si tu veux, de base, moi, je suis joueur de StarCraft 2. Et les tout premiers streams que j'ai fait, c'était sur StarCraft 2. Et c'était vraiment mon jeu de cœur pendant tout un moment. Et j'ai découvert un peu les compétitions sur Twitch via les Home Story Cup et ce genre de choses. Après, je sais qu'effectivement, il y avait les compétitions sur Solari qui avaient un petit peu le même format. Et je pense qu'on est tous deux inspirés de... On a tous été élevés pareil. Hein. Voilà, par les mêmes événements. Mais de base, l'inspiration de base, c'est vraiment... wow, vas-y, moi aussi, je veux faire une Home Story Cup. Du coup, une Home Story Cup, c'est quoi? C'est un caster connu sur StarCraft qui a invité plein de joueurs compétitifs chez lui et qui a fait un tournoi. Et je me disais, mais ce format, il est incroyable. Il faut... Ah, ne t'en fais pas. Ce format, il est incroyable et il faut que je fasse un truc chez moi. Et en fait, il y a une période dans mon année où j'ai vraiment tourné en rond, un peu à savoir ce que je voulais faire et tout, tu vois. Je me posais quand même beaucoup de questions, tu vois, sur Yugi, sur ce que j'allais pouvoir faire de différent cette année. Et au moment où je me réveille, je me dis, mais attends, on est 3 mois avant le championnat de France. Enfin, 3 mois et demi avant le championnat de France. Est-ce que c'est pas le moment où j'anticipe un petit peu plus cette année et je me retrouve pas, comme d'habitude, 2 semaines avant, en train de me dire quel deck je vais jouer. Et je me suis dit, bah vas-y, cette année, je vais faire un événement, ça va s'appeler Mission CDF. Et dans Mission CDF qui dure 3 mois, la dernière semaine, il y a la barbecue camp. Et je me dis, bah vas-y, ça me paraît cool. Je lance Mission CDF une semaine après, en annonçant la barbecue cup. Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai pas encore tous les tenants, tous les aboutissants. Ouais, j'ai pas encore tout le casting, tu vois. Enfin, c'est vraiment, je me jette dans le vide et je suis là en mode bon bah maintenant, bah, je l'ai annoncé. C'est annoncé, faut y aller parce qu'effectivement, c'est vrai que ça prend du temps en fait de convaincre des gens de vous soutenir dans un truc comme ça. Et l'idée, c'est que le temps qu'ils vous répondent, en fait, si vous vous lancez pas, bah c'est mort quoi. Donc clairement là, t'as eu des balls et t'as été très bien récompensé parce que pour le coup, je pense que les spectateurs étaient super contents de suivre ça. Il y a plein de gens qui sont venus au championnat de France en suivant ça, en s'inspirant un peu de ce qui s'est passé. Et clairement, je pense que c'était très bien. C'était vraiment très très bien. Bah, moi, ça a été une expérience de fou. Pour résumer, pour vraiment peut-être les personnes qui n'auraient pas suivi, mais j'ai pendant une semaine invité, on va dire, une grosse quinzaine de joueurs à la maison en m'occupant de tout l'aspect logistique, c'est-à-dire leur offrir un toit et leur offrir des repas, pour qu'ils n'aient qu'une seule chose à penser, c'est jouer à Yu-Gi-Oh! Et j'ai installé un gros setup de stream dans toute ma maison, avec plein de caméras, avec t'es une télé-réalité. Assez... Ouais, voilà, c'était un peu l'idée. On peut dire que t'es le prédécesseur de Frenchy Shore, quoi, qu'on voit actuellement sur les réseaux partout. La ref est incroyable. Oui, bien sûr, j'ai tout inventé. J'ai tout inventé, bien sûr. Pas du tout, mais voilà, c'est l'idée. Et ça a été un investissement vraiment intense pour moi, dans le sens où c'est vraiment global, quoi. C'est-à-dire que je fais venir plein de créateurs à la maison. C'est-à-dire que ma femme, qui était enceinte en plus à cette époque, avec mon petit, j'ai dû lui dire chérie, tu me laisserais pas à la maison pendant une semaine à cette période-là? Est-ce que tu irais pas genre chez ta mère? Enfin, mais le pire, c'est que quand elle venait, on la cachait des caméras parce que personne ne savait qu'elle était enceinte à ce moment-là. Bien sûr. C'est quelque chose que tu voulais garder pour toi et c'est ta vie privée, t'as bien raison. Et clairement, c'était un énorme investissement en termes de tout, hein, pas de ta personne. C'est sur tous les plans, ouais. Voilà. C'est vraiment sur tous les plans, ouais. Est-ce que tu as des petits regrets et des choses que tu aurais aimé améliorer? Je sais que, on va pas se mentir, je pense qu'on peut se le dire, ton championnat de France est passé à côté en tant que joueur à cause de tout ce temps que tu as eu. Je t'ai vu des fois, alors pas tomber, mais pas loin, et des fois j'allais reprendre le live, j'allais dire on va pas couper. Des fois, Zoul à 20h, il me dit on va couper, je suis mort. Je dis mais t'es con quoi, on va pas couper. J'ai pris Barcode et Trey pour des parties et c'était vraiment cool. Est-ce que tu as peut-être des trucs où tu te dis putain là j'ai merdé, ou au contraire c'était beaucoup mieux que ce que je pensais?
Est-ce que t'es perfectionniste, quoi, finalement? En fait, déjà, c'est forcé que ces réflexions, elles arrivent après la première édition. La première édition, elle est là pour éprouver un peu le concept et justement en voir les limites et voir ce qu'il faut améliorer. Donc, c'est d'où ta question. Le plus gros point et ce qui, on va dire, me refroidit le plus à faire une prochaine édition, t'as vu, j'ai bien pas dit s'il y en aura une ou pas. Non, mais c'est que je mangeais trop. Non, Mais j'arrêterai de manger. C'est le premier. Refais-le. J'arrêterai. S'il te plaît, s'il te plaît. mais non, le plus gros point, c'est que vraiment, j'ai lancé le projet en me disant, dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière de streamer, j'ai toujours eu ce côté un peu polyvalent, un peu, j'ai pas peur de tout faire en même temps. Et là, j'en ai éprouvé clairement les limites. C'est-à-dire que c'est un moment où t'invites 15 mecs chez toi, donc t'es à la fois host de tes invités, t'es à la fois host de ton stream, parce que t'es présentateur de ton stream. Je suis à la fois chef de projet, réalisateur du stream, c'est-à-dire que pendant que je présente ou que je joue à Yu-Gi-Oh! Je suis le responsable technique du live. C'est-à-dire que si à un moment le live crash, je suis la seule personne dans la salle à pouvoir réparer le live, entre guillemets, parce que je sais que là, beaucoup de personnes vont se dire oui, bah attends, Vince, il stream, il y a d'autres personnes qui savent streamer, ils savent allumer OBS, changer les trucs et tout. Sauf que tout le système que j'ai mis en place, c'est du bricolage. C'est-à-dire que je suis pas technicien professionnel, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'envie, qui a un petit peu d'ambition. Quand je me dis j'invite 15 mecs chez moi, je me dis bah là, sur mon live, il me faut 12 caméras. Sauf que ouais, je veux la prod de Secret Story sans avoir les moyens, tu vois. Et moi, j'ai jamais eu peur de trouver des adaptations, machin, comme beaucoup de personnes. Sauf que ça en a ses limites aussi. C'est-à-dire que je compare la prod que j'ai mise en place à une mobilette un peu chimique que tu as trafiquée dans ton garage. Et à tout moment, la mobilette, elle tombe en panne sur l'autoroute et t'es baisé, tu vois. Et ça a été la limite. C'est-à-dire d'avoir toutes les casquettes, même si, et d'ailleurs tu l'as souligné plus d'une fois pendant le camp, mais j'ai eu la chance d'être épaulé par des copains d'un Dunkerque qui m'ont aidé et sans qui vraiment l'événement n'aurait pas eu la même saveur ni la même tête, parce qu'au bout d'un moment, je suis allé trouver des copains, je leur ai dit bon, enfin c'est plutôt mes copains qui sont venus voir en me disant on sait que tu veux organiser ça, nous on peut t'aider, dis-nous comment on peut t'aider. Et je leur ai dit il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez m'aider, mais vous pouvez m'aider sur ça, c'est-à-dire l'accueil de tous les animateurs, la gestion des repas, les allers-retours à la gare pour aller chercher un tel et le déposer pour pas qu'il loupe son train, etc. Sur cette logistique-là, j'ai pu me décharger et leur proposer de m'aider. Et franchement, vous vous rendez pas compte à quel point c'est des oufs et à quel point ils ont géré, parce que j'avais pas anticipé les limites de tout ça. Et quelques jours, enfin, je sais pas, quand je les sollicite, bah, il y en a 3 qui me disent bah, ok, c'est bon, j'ai posé une semaine de congé, je suis là Ouais, non, mais pour t'aider pendant une semaine, bénévolement, gratuitement, parce que j'ai envie que ton événement il défonce et qu'il soit bien. Et toi, t'es là en mode waouh, genre merci les gars, parce que sans ça, il y avait peut-être pas d'event, quoi. Ah, Sans ça, j'aurais peut-être backdash 2 semaines avant l'event en disant écoutez les gars, c'est trop ambitieux ou machin, ou je peux pas, ou alors j'aurais forcément dû cutter dans des trucs, quoi, parce qu'au bout d'un moment c'est pas possible, tu peux pas avoir toutes les casquettes. Donc ça, je l'ai vraiment éprouvé de manière assez intense sur le lancement du projet, où je me suis dit ok, avoir toutes les casquettes là c'est dur. Il y a des gens comme Vince qui m'ont dit, qui m'ont vu aussi des fois. Je pense que ça s'est un peu moins vu à l'écran, mais j'étais vraiment extrêmement fatigué et j'avais vraiment plein de choses en tête, plein de choses à penser. Et voilà, il y a des gens comme Vince qui ont dit non, mais t'inquiète, vas-y, va te reposer. Ok, j'ai vu là, je peux changer de scène et tout, t'inquiète, ce sera peut-être pas la meilleure des réals. Et en vrai, c'était très bien parce que mon système marchait quand même. Une fois que t'étais dans le studio, ça marchait correctement, et qui ont pu me suppléer. Mais on va dire que le petit moins, c'était ça. Par contre, le plus, c'est un event
mais incroyable, dans le sens où j'ai quand même l'impression que chaque invité qui est venu à ce BBQ Camp, en tout cas, je l'espère du plus profond de moi, mais j'espère que chacun ont passé un super moment, qu'ils ont pu se préparer. Je sais pas si la préparation c'est optimal parce que t'es quand même dans un événement qui est streamé, où en plus t'essaies de te détendre, machin et tout. Enfin, tu vois, peut-être que, on va dire que t'es à 95% optimal sur ta préparation au championnat de France, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais en tout cas, tu passes un bon moment, c'était clairement une colonie de vacances. Vas-y. Moi, je pense que tout le monde s'est amusé. Ceux qui se sont le mieux préparés, c'est ceux qui venaient l'après-midi, ceux qui étaient, par exemple, les deux frères là au Florian Deken, ceux qui passaient, tu vois, pour s'entraîner. Ceux qui étaient sur place, ils vivaient le truc à fond et l'entraînement était secondaire, quoi, finalement. Mais ouais, clairement, alors, moi, surtout Franck et QC, alors il y avait peut-être d'autres, des acteurs, mais Franck et QC m'ont impressionné. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, personnellement, je me suis cassé les orteils et Konami ne savait pas au moment où j'ai cassé le championnat de France que j'avais 2 orteils cassés à cause de ce barbecue camp. Mais clairement, c'était un événement exceptionnel. C'était vraiment très bien. Et voilà, et clairement, il y a besoin de ce genre de truc sur Yugi. Il y a besoin de rassembler. Le timing du truc était vraiment top. La ville un peu moins, mais c'est après, bon, c'est Dunkerque. Malheureusement, les gens cool sont à Dunkerque. Mais non, non, je suis désolé. Non, on peut être Dunkerquois et aimer Dunkerque, mais Dunkerque n'est pas du tout la meilleure ville. Hein. C'est factuel. Mais en tout cas, on a été super bien accueillis. Les gens étaient trop bien. C'était vraiment top. Donc clairement, moi, j'ai passé un super moment. Même pour moi, qui allait caster du coup le week-end, le fait de voir les gens s'entraîner, bah, c'était cool parce que du coup, bah, ça m'a permis d'apprendre les decks à tous les niveaux. Il y avait des joueurs qui étaient plus entre guillemets plus entraînés que d'autres et qui du coup poussaient vers le haut ceux qui étaient moins entraînés. À contrario, ceux qui étaient moins entraînés, bah, du coup, n'hésitaient pas à demander. Et du coup, c'était un beau melting pot. Ouais, ce que je peux rajouter là-dessus rapidement, c'est j'en suis quand même super fier parce que c'est quand même un gros projet que j'ai réussi à sortir de terre. Et même s'il y a plein de points qui sont ultra positifs et des points à améliorer, j'ai envie de refaire quelque chose de semblable, mais il faut que je change faut que je change certains trucs. Enfin, comment dire, je peux pas la refaire telle quelle. C'était trop éprouvant physiquement. Vous le savez pas, mais 2 jours avant le live, j'ai commencé à faire l'install du setup technique que j'avais prévu, que j'avais testé. Chaque partie du setup fonctionnait, mais une fois que j'ai tout assemblé ensemble, plus rien ne marchait. Et ça, j'ai pu l'installer chez moi, à mon domicile, que un jour ou un jour et demi avant le début du live. Et au moment où tu te rends compte de ça, que ça fonctionne pas comme tu veux, alors que les gens commencent à arriver chez toi, alors qu'il y a un sponsor qui a mis de l'argent sur la table et qui du coup attend d'avoir un retour là-dessus, qu'il y a de l'attente chez les gens, ça m'a quand même mis dans un état de stress intense et de fatigue. Et je peux plus l'encaisser comme ça. Donc c'est pourquoi je cherche une façon d'adapter ça pour la prochaine édition. Je suis en train de taffer dessus actuellement. Je peux pas encore vous dire si je vais réussir à trouver cette adaptation qui va me permettre de pouvoir remettre sur pied et faire une BBQ Camp 2, mais en tout cas j'y travaille. Ah, pour le coup, je sais exactement tout ce que tu ressens parce que c'est exactement ce que je ressens dans les WCQ. C'est-à-dire que les WCQ, j'arrive, j'ai une énorme valise, mais quand je te dis c'est n'importe quoi ce que je transporte, c'est abusé. J'arrive 2 heures avant, tout est censé marcher. Il y a un nouveau problème qui pop à chaque fois et la ronde 1 commence dans 20 minutes. La ronde 1 commence 20 minutes après et à chaque fois c'est un nouveau problème. Et du coup, bah, j'encaisse ce rôle de casteur, producteur, hôte. Je fais tout en même temps. Et j'avoue que c'est une pression qui est... En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. J'avoue que là, je vois exactement ce que tu ressens. Et clairement, voilà, bah, encore une fois, c'était un super projet. On espère que peut-être dans une autre formule, il y aura autre. Après, ça peut être une formule qui est identique à celle que vous voyez là visuellement pour l'expérience viewer, mais qui est pensée différemment pour la gestion de projet, la prod et machin. En fait, c'est ça, c'est que ça peut ressembler à la première version en étant différent dans les rouages, en fait. Tu le sais très bien comment c'est les rouages qui doivent changer, en fait. Tu le sais que quoi qu'il arrive, il faut que ce soit mieux visuellement. Regarde, on part d'une vidéo YouTube sur Fortnite, on monte les vrais, c'est le principe. Il faut que toujours que ce soit mieux, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on sait que tu en es capable, évidemment.
D'ailleurs, si vous voulez regarder les rediffs, évidemment, de la Bioculum, c'est sur ton YouTube, Zulu Replay. Ouais. Oh là exactement. là, non mais je fais publicité aussi. Quelle promo. Oh là là. Quelle promo. Bon, dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est... tu fais partie, et moi aussi, des gens qui sont invités chaque année au championnat du monde en tant que spectateur. C'est un peu l'apogée pour un joueur. Est-ce que toi, en tant que spectateur, c'est un truc où c'est vraiment le moment que tu attends dans l'année, le moment où tu ressens un peu l'intensité? Il y a peut-être des trucs que tu veux voir absolument que moi, j'imagine pas. Comment ça se passe pour toi, ce rendez-vous à chaque fois, chaque année, qui se déroule, on le rappelle, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit au Japon? Est-ce que c'est vraiment aussi bien qu'il y paraît à l'écran? En fait, pour moi, les championnats du monde de Yu-Gi-Oh, c'est la fête de la carte. C'est la fête de la carte et de la carte Yu-Gi-Oh, tu vois. Et de la carte bleue. Forcément. Et ouais, faut être ready. Il faut être ready, effectivement. Mais je le vois vraiment comme dans un aspect global. C'est-à-dire que quand on entend championnat du monde, on pense tout de suite au tournoi. Mais pour moi, je considère aussi beaucoup tous les à côté. Que ce soit l'aspect voyage qui forcément rentre en compte. L'aspect, c'est le moment où on se capte avec tous les créateurs monde, tu vois. Même si je pense que surtout, ça s'est vu cette année, on a un peu plus de lien avec l'Europe, parce que cette année, il y avait une gestion différente entre l'Europe et l'Amérique, et donc on ne s'est pas toujours vu et pas toujours croisé. Mais en tout cas, c'est le moment où tu sais que pendant une semaine ou 5 jours, tu vas vibrer au rythme de Yu-Gi-Oh!, au rythme des potentielles annonces, tu vois. Vraiment être dans la salle et vivre ça, que ce soit au Japon, à Berlin, aux États-Unis ou peu importe, tu vois. C'est clairement un kiff. Encore plus quand tu es capable de soutenir un compatriote français qui peut aller plus ou moins loin dans le tournoi et tout. Non, franchement, les championnats du monde, c'est toujours une storyline incroyable. Moi, c'est toujours un événement qui, même si malheureusement, on n'a pas eu de mondiaux pendant plusieurs années à cause du Covid. Justement, c'était encore plus attendu sur ces dernières années. Et vraiment, c'est la régalade. C'est vraiment le point d'orgue de l'année. Avec le tournoi Master Duel, dans un format que moi je trouve absolument génial, avec justement cette banlist commune dans les decks, ce choix, machin et tout. Enfin, c'est trop bien. Moi, je suis trop content de voir les championnats du monde perdurer sur Yu-Gi-Oh! Et j'ai hâte, si possible, d'être là l'année prochaine. Ouais, quoi. moi, j'avoue que c'était une expérience vraiment de ouf. Hein. Le vivre en tant que spectateur, c'est super bizarre parce que, en fait, pour les joueurs qui sont à l'intérieur, c'est pas un show comme pour nous. Pour nous, c'est vraiment... Nous, c'était vraiment des étoiles plein les yeux et tout. Et j'avais beaucoup parlé, j'ai eu un gros regard qui s'est échangé avec Joshua, on a parlé quand il était sur la scène et moi j'étais un spectateur, j'étais en mode mais qu'est-ce que je fous là? Et au final, malgré tout, j'ai d'énormes souvenirs et c'était vraiment trop bien ces petits moments partagés au Japon. Et c'est vrai que voilà, c'est l'apogée, c'est la fin de l'année, c'est là que tu sais qui est le meilleur. Ouais. En sachant que tous les gens qui ont participé, tous les gens qui sont passés peut-être à 1 ou 2 matchs, c'est des gens qui ont travaillé toute l'année. Et la pression, elle est vraiment au top. Hein. Souvent, je parle un peu de ce match de top 8 qu'il ne faut pas perdre parce que certains, ça représente une somme d'argent qui est considérable. Et ouais, c'est ouf. Quoi. C'est Yugi, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un supplément d'âme quand les championnats du monde se déroulent, pour ma part, au Japon, parce que le Japon, c'est le pays de la carte, c'est aussi culturellement des paysans, machin et tout. Mais il y a vraiment une histoire particulière avec le jeu de cartes là-bas. Et du coup, il y a vraiment un truc en plus à vivre que tu peux pas, qu'on peut pas forcément tout transmettre visuellement à l'écran, quoi. Tu vois, enfin. Exactement. Et tu n'as pas encore vu les États-Unis. Et tu vas bientôt découvrir les États-Unis. Mais ça, c'est incroyable. J'ai jamais fait un tournoi Yu-Gi-Oh! Aux États-Unis. J'y suis allé avec Ryan là et c'était exceptionnel et j'ai vraiment hâte de t'y emmener. Mais ça va être incroyable. En tout cas, voilà, donc on a fait une petite rétrospective un peu de ta vie Yu-Gi-esque. Maintenant, la question, c'est le futur. La fin de l'année arrive. Est-ce que tu as des projets Master 1 avant Noël, est-ce que c'est peut-être un concept que tu vas nous sortir là, de partir de n'importe où là? Eh ben, je devais l'annoncer demain, mais je l'annonce aujourd'hui. Ah merde, c'est vrai? C'est vrai? Master avant Noël. On en a vraiment... C'est vrai, on en a vraiment... Quoi?
Master 1 avant Noël, ça commence demain sur mon live à 14h. Mais attends, c'est marrant parce qu'on en a vraiment pas parlé. C'est vrai, c'est On en vrai, a c'est vraiment vrai, pas c'est vrai. parlé. Et C'est vrai, c'est vrai. et c'est vrai que, pour la petite histoire, Zulu avait un concept qui était 12 wins avant Noël, c'est ça, en arène. C'était. Alors, non, c'était Légende. Légende avant Noël. Ouais. C'était Légende avant Noël sur Hearthstone. Parce que, comme je disais au début, je streamais pas mal sur Hearthstone. Et j'adorais faire cet événement, que j'ai fait 2 ou 3 fois, je crois. Et je me suis dit, mais attends, cette année, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse sur Master Duel. Mhm. Et du coup, je suis heureux de vous dire que ça commence demain. Donc, c'est-à-dire, Ah, mais j'ai jusqu'au 25 décembre pour passer Master 1, donc le plus haut rang possible sur Master Duel. Et ça commence demain. Ça devait commencer aujourd'hui. mais je suis Ça devait commencer désolé, aujourd'hui. Et j'ai. Oh, mais il n'y a pas de souci. Eh, moi, je suis très content. Hein. je savais Je pas suis très que content. c'était un vrai truc. Moi, dans ma tête, je balançais une Mais c'est connerie. très drôle. C'est très drôle, t'inquiète pas. Je suis en désolé. Moi, ça me genre. fout de rire. Mais t'inquiète. Oh merde. Mais c'est ouais. très bien, c'est très bien. Mais en vrai, c'est chouette parce que, comme tu disais, moi je fais souvent du fun ou du casual sur Master Duel à faire des decks, machin et tout. C'est trop cool. Et là, je me dis, vas-y, je vais me mettre une petite déterre, je vais essayer de passer le plus haut rang possible sur Master Duel avant Noël, c'est la deadline. Ça trop bien, en plus, ça sacralise un peu la date de Noël. La seule incertitude que j'ai cette année, c'est que j'ai un gros tournage prévu au mois de décembre qui risque de me prendre plusieurs jours et je connais pas encore le nombre de jours qui sont bloqués. Enfin, moi j'ai bloqué 10 jours, mais ça peut être plus long, ça peut être plus court. Donc j'ai l'incertitude là, mais c'est pas grave, ça va rajouter du hic, enfin ça va rajouter une petite pincée de difficulté. Donc on verra si je vais y arriver. Et j'ai hésité à faire Master 1 avec Nibiru Toonburn avant Noël, mais je sais pas si c'est possible, donc je me suis dit, bon, je vais certainement le jouer beaucoup au début, et puis certainement après m'adapter sur un autre deck, mais c'est bien, ça va faire des streams un petit peu différents de d'habitude pour réembrayer Et- après sur... Et pour sur du fun, 2024, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Parce que là, le jeu prend une ampleur qui est absolument phénoménale. Est-ce que tu as envie de rester dans cette optique de peut-être te préparer pour le championnat de France, pas forcément trop tôt aussi, mais comme tu le fais habituellement? Ou est-ce que tu as peut-être des envies, encore une fois, d'inconnus, peut-être aller en WCQ, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui tournent dans ta tête, tu sais pas trop dis-nous tout. Alors, déjà, cette année, j'ai envie de m'entraîner pour le championnat de France et d'anticiper encore plus que l'année précédente. Donc ça, c'est un premier point. Après, j'attends beaucoup du tournoi des 25 ans à Tokyo, au Japon, au Tokyo Dome. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir aller y participer, mais en tout cas, voilà, je sais que c'est une date importante pour Konami, parce que c'est le tournoi des 25 ans. Il loue un stade enfin assez emblématique, machin et tout. J'espère qu'il y aura des annonces pour le jeu. Enfin voilà, en tant que créateur et fan de la licence, tu ne peux que espérer que ça continue d'évoluer, ça continue de grandir, qu'ils annoncent des nouveautés dans tous les sens et tout. Moi, j'ai envie que ce soit à cette date-là et j'ai Bah, envie qu'il clairement. y ait vraiment des annonces. Dans tous les cas, on suivra ce tournoi. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'ils vont annoncer des trucs. Pourquoi pas du support du égyptien C'est clairement le. ou du support Toon, s'il vous plaît. C'est Mais, le plus grand événement de l'histoire du jeu. C'est plus grand Ouais. que les Worlds. J'avoue que moi, je suis abattu. Hein. Je sais que j'y vais pas. Je suis abattu, mais ça va être exceptionnel. Ça va vraiment être exceptionnel. Et clairement, j'espère qu'il y aura moyen de regarder à travers des streams ou autres, parce que je pense que ça va être fou. Bah écoute, en tout cas, moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est une très bonne année 2024, avec, je l'espère, un Master 1 avant d'arriver en 2024. C'est ce qu'on te souhaite. c'est clair. Va peut-être falloir c'est crafter quelques cartes, mais j'ai confiance. La Zulu Production va suivre. Bah écoute, merci d'être passé. C'était vraiment top. J'espère que tu as passé un bon moment à travers cette petite rétrospective, que c'était pas trop long. C'est très plaisant à en faire. C'est très Ouais. plaisant. Ça m'a rappelé plein de trucs. Tu sais, t'as souvent tendance à essayer de regarder de l'avant, mais aussi des fois regarder un petit peu dans le rétro, ce que t'as accompli, ce que t'as fait, ou que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Tu vois, c'est jamais inutile. Moi, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs et ça m'a rappelé un petit peu d'où je venais
dans ma carrière de créateur de contenu Yu-Gi-Oh! Et franchement, c'est pas plus mal. Et ça donne grave le smile parce que je me rends compte que bah, il y a eu plein d'étapes, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et c'est trop cool, quoi. Est-ce que t'as conscience aujourd'hui de l'impact que t'as sur le jeu ou pas? Pour la scène française? Je pense que je l'ai beaucoup eu au début. Quand je faisais mes clubs Yu-Gi-Oh! Sur le stream et que je voyais des chiffres, mais franchement, on va pas se mentir, c'était pharaonique pour Yu-Gi-Oh! Et quand justement je me suis déplacé à mes premiers tournois, que je voyais bah, voilà, le retour des gens, j'ai été très content de le mesurer. Après, voilà, je reste pas là-dessus et j'essaie d'aller de l'avant. Et mon but, ça a toujours été de continuer à recruter pour Yu-Gi-Oh! Entre gros guillemets, hein, si je peux employer ce terme. Mais c'est-à-dire, pour moi, un jeu qui arrête de recruter de nouveaux joueurs, c'est un jeu qui fatalement meurt. Donc mon but, ça a toujours Salut été... Hearthstone, hein. Pardon. Mon but, ça a toujours... Franchement, quasiment 100% des projets que j'ai montés sur le jeu sont animés par la même chose. C'est montrer aux gens que Yu-Gi-Oh! Enfin, dans Yu-Gi-Oh! On peut s'amuser et les inciter à venir s'amuser avec nous, quoi, tu vois. Donc, dans tout ce que j'ai fait, j'ai été animé par ça. J'ai toujours été très regardant sur est-ce que c'est accessible pour les gens. On sait que Yu-Gi-Oh! On a la chance que ce soit aussi un jeu qui est très complexe, dans le bon sens du terme, parce que justement, c'est ce qui va donner la profondeur dans les tournois, dans l'aspect stratégique, dans l'immensité de possibilités que tu as de deck build, de trouver des tech cards, de trouver des decks, de machin, enfin bref. Et dans l'aspect stratégique, qui des fois peut rebuter aussi un nouveau joueur, bah voilà, moi j'essaie aussi de leur dire qu'il n'y a pas que la compétition. Je trouve qu'aujourd'hui, on a une scène sur le Yu-Gi FR qui, plus ça avance, plus elle se complémentarise, même si très tôt avec Doc, lui il a eu vachement cet aspect collection que moi j'ai pas beaucoup, mais voilà, moi j'adore jouer. Voilà, toi Vince, tu fais partie des créateurs qui ont envie de pousser la compétition. Il y en a d'autres aussi sur la scène FR, mais je trouve que voilà, plus ça avance, plus la constellation des créateurs de contenu autour de Yu-Gi-Oh! Se complète et ça grandit, et ça c'est chouette. C'est bon signe pour la santé du jeu, pour la santé de la licence, qu'il y ait des nouveaux créateurs de contenu qui arrivent. Il y a des gens qui pourraient croire qu'on n'est pas content parce que ça fait de la concurrence et tout, mais moi je suis trop content en fait. Plus il y a de gens, mieux c'est. Hein. Ouais, bah c'est clair que l'offre comment on appelle ça, que l'offre s'étend, on va dire, et que chacun trouve son bonheur là où il faut. Quand un nouveau créateur arrive et recrute d'autres personnes, ben, c'est aussi des personnes qui sont recrutées pour la licence, mais aussi pour d'autres créateurs. Donc, en fin de compte, c'est une symbiose et c'est cool, quoi. Donc, franchement, je suis trop content de mesurer ça, de voir que les gens sont toujours à hyper, qu'on arrive à avoir des champions dans le jeu, avec Samir qui, cette année, a gagné le 250e YCS, avec Gab qui bon, malheureusement, s'arrête en top 8 des Worlds, mais qui reste quand même une sacrée performance. Enfin voilà, il y a des beaux jours devant la licence Yu-Gi-Oh! J'espère qu'ils vont annoncer des dingueries pour le tournoi des 25 ans, ou même cette année, ou même peu importe. J'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, parce qu'on se rend pas compte, mais cette année, l'année des 25 ans, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu plein de choses pour nous faire kiffer, plein de produits, des Starlight, des 25e anniversaire, des machins, des rééditions d'anciens packs. Enfin, franchement, ça a été une année qui a été, pour ma part, super agréable à vivre en tant que fan du jeu. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et puis ce qui est sûr, c'est que le temps passe, mais la passion reste. Et ça, c'est ce qui compte. Bah écoute, c'est un super beau message. Je n'aurais pas été capable de faire ça, puisque moi je ne vis que par le tryhard. Je suis une ordure. Mais... En tout cas, voilà. Donc les gars. Mais c'est trop bien, tu vois, quand on discute justement de notre, quand on discute de notre point de vue sur le jeu, tu vois. Moi, je vais considérer des cartes que tu considères pas du tout, parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir une discussion en mode moi je joue Harpie 2 dans Eldlich et moi je le reste, je comprends pas, parle pas avec moi. Mais oui, mais ça c'est trop bien. Chacun trouve son public et chacun trouve
trouve, enfin voilà, chacun trouve chaussure à son pied. Exactement, et trop c'est bien. ça la force du jeu. Pour tout ce qui est contenu, évidemment, n'hésitez pas à aller sur le YouTube Super Zulu sans Zulu Replay, sa chaîne Twitch tous les après-midi, ou presque. Vous lui donnez de la force, vous abonnez, comme ça, moi je peux aller manger dans son frigo. C'est très important, c'est évidemment la seule motivation. Voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça. Et bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà passer Master 1. Et Passer Master 1 avant Noël, et puis on peut me souhaiter du support Toon, du support Harpy et du support Dieu égyptien. tout ce qu'on ne veut pas ouvrir les gens normaux dans les boosters, hein, c'est pour lui. Voilà. Exactement. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, n'oubliez jamais. Du coup, moi, on va vous laisser ici. Oh, c'était une bonne soirée. C'est bientôt l'heure de manger. En plus, désolé, je t'ai retenu beaucoup plus de temps que prévu, mon Zoul. Aucun souci. J'espère que tu as passé un bon moment. Et la semaine prochaine, nous C'était le aurons cas. Ryan Jabri, un univers totalement différent. Oh, mais trop bien. comme je vous ai dit, on va alterner les gens qui consomment le jeu de manière différente. Et je pense que Zulu et Ryan Jabri, on est un peu aux antipodes. C'est pas du tout la même manière, mais vous verrez. Ce sera très intéressant aussi avec Ryan. Bonne soirée à tous. Des bisous. Prenez soin de vous. Et bon appétit.